Au bout d'un moment, t'es un gagneur, il a tout gagné. Bravo Didier Deschamps, t'es le plus grand, t'es le plus fort, t'es le plus beau. Du tout. Je suis un journaliste. T'es pas supporter du Real, c'est toi-même qui le dis. Pour voir tes infos. J'ai vu un Alexis Sanchez aujourd'hui qui, de par son langage du corps, n'est pas un homme heureux. Il n'a marqué qu'un but sur les riches. Il est très riche. Oui. C'était où les Parisiens? Les liquéfiés, j'avais demandé des hommes, ils étaient où les hommes? Qu'est-ce qu'on a vu sur le terrain? Des ectoplasmes, des billets de banque. Arrêtez de mettre les insultes racistes à tout bout de champ sur le débat. Ça suffit. Pour moi, c'est une Kardashian du football. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur le premier podcast qui a choisi Hors-Jeu pour nom, Radio Hors-Jeu, un podcast qui est très très sympa. On est désolé, on est en retard, j'ai l'impression de commencer toutes les émissions de la même façon, mais là voilà, vous savez, c'est les problèmes de carte son, tout ça, enfin c'est très compliqué, mais Sylvain en régie est incroyable, et Sylvain a réglé le problème, et du coup on est là, en direct avec vous, on est très très contents. En effectif réduit, effectivement, parce que certains sont au sport d'hiver, certains travaillent, à Lyon. Certains sont en déplacement pour des matchs de foot, enfin voilà, on a une pensée pour Roland Gromerdier, pour Capitaine Rai. C'est tout. Et autour de moi, quand même, la fine fleur d'Enjeu.net, des hommes qui sont là toutes les semaines. Sauf qu'on fait pas des podcasts toutes les semaines, en fait, mais tous les mois, à peu près. Sauf quand on fait pas de podcast en janvier. Enfin bref, Marcelin Albert, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bah ça va. Ça va bien. Comme un vendredi. Comme un vendredi, c'est vrai. Voilà, on est exceptionnellement un vendredi parce que c'était la Saint-Valentin hier, c'était un peu compliqué, un peu touchy. La Saint-Valentin. Oui. Alors. Ne faites pas. On vous dira. Un homme qui a passé une très bonne Saint-Valentin sur un bateau mouche, c'est Marcel Picon. Oh merde. On balance les dossiers sans Bonsoir à tous. Je ne vois pas le match, mais je présume que Nancy est en train de perdre. Bonsoir. En face de moi, le père Fidel Albion. Je ne sais pas ce que vous avez fait et je ne veux pas le savoir. Voilà. Je préfère garder le Voilà, écoutez, j'ai bien compris. Voilà. ne disons rien. Et avec nous, un homme qui n'est pas d'Orjeu.net, notre invité. C'est la première fois qu'on a un invité en 6 numéros. C'est un événement. C'est un honneur. Écoutez, nous recevons la légende, Jérôme Latta, BTI du foot, le fondateur. Bonsoir Jérôme. Bonsoir à tous. Comment ça va? Pas mal. Ça va, le lendemain de Saint-Valentin, c'est pas mal. Pas trop gêné, pas trop déstabilisé par les retards et tout, vous qui êtes un webzine assez... Non, mais votre réputation est... vous précède. Voilà, c'est ça, il y a un côté très... Bon, oui, bon, de toute façon, déjà, bon, je suis arrivé à 20h parce que vous me... Hein, mais oui, très bien. Bon, écoutez, en tout cas, on est très content d'être là. On va parler, bon, du coup, des cahiers du foot qui sort son numéro Dieu. De la revue, hein. On va parler de ça dans un petit moment au cours d'une interview vérité, un moment qui sera sans doute assez poignant. Une interview confession, on tamisera les lumières, je pense qu'on fera un truc et tout, histoire de se mettre dans l'ambiance. J'ai des choses à... Vous avez des choses à dire, Jérôme. Très bien. Je pense qu'on va passer sur du vouvoiement d'ailleurs pour faire encore plus intime, pour faire encore plus... Enfin voilà, alors, le vouvoiement en radio en plus ça a une vraie fonction, c'est-à-dire que ça sert à ne pas exclure l'auditeur, j'ai appris ça. Bah ça fait sens. Parce que quand on se tutoie entre nous, l'auditeur peut se sentir un petit peu... Si je dis comment ça va, comment allez-vous Jérôme, du coup tous les Jérômes qui écoutent se disent voilà, ok, et ils sont nombreux. C'est bien. Bah oui, je sais qu'ils sont nombreux. Il y en a au moins 5 selon Médiamétrie. Là-dessus, je pense qu'on peut passer à la première rubrique. Vous la connaissez, il s'agit des news juste après ce jingle. Et ça fait pro, hein. Il vous fait plaisir ce jingle un peu, voilà. Non mais là, voilà, vous m'aviez demandé un jingle radio vraiment la dernière fois, donc du coup, écoutez, voilà. Marcel, on commence par quelques hommages avec un décès qui a marqué le monde du football, celui de Gordon Banks. Un gardien anglais champion du monde, avouez que c'est pas banal. Il aurait même déclaré un jour, j'ai arrêté un but que Pelé avait marqué ou quelque chose comme ça, quelque chose qui s'embarrasse pas trop de logique comme les Anglais en raffolent. Mais saviez-vous, elle est là la vraie info, que
que le jour où il a déclaré cela, Gordon Banks était sobre. Ce qui n'aurait pas manqué d'attirer l'attention des médias et qui aurait inscrit plus sûrement la phrase dans la légende que le propos qu'elle portait. Vous êtes sûr de vous là-dessus? C'est de sources D'accord. absolument confirmées par Bruno Constant. Très bien, merci. Qui parle dans un podcast qui s'appelle Hors-jeu, mais qui n'a rien à voir. Hein, d'ailleurs. Strictement. Il faut le préciser. Vraiment On rien passe à la vie des médias justement. RMC Sport indique qu'ils envisagent une poursuite contre le PSG. C'est Malandrin qui aurait diffusé son propre match contre Manchester United sur sa page Facebook. Et oui, la chaîne qui appartient au groupe Altis, SFR, Libé, l'Express, BFM, BFM Business, BFM Paris, BFM Région, Europe, Découverte, Monte Carlo, Music Only. La chaîne donc demande réparation après ce qu'elle qualifie d'événement grave. Du côté des amateurs de foot, on aurait plutôt tendance à féliciter le Paris Saint-Germain pour un coup de com' pour une fois sympathique, mais n'allez pas croire non plus que nous encourageons ce type d'action. Hein. Nous sommes bien entendu des bons payeurs, tous friands autour de cette table d'un service qui fonctionne à peu près aussi bien que la démocratie en Europe. Europe justement, les institutions européennes nous ont annoncé une bonne nouvelle récemment. Effectivement, le président de l'UEFA, Alexander Seferin, a annoncé la semaine dernière que la Super League, révélée par Football Leaks, n'est-ce pas, donc la Super League ne serait pas mise en place tant que lui serait à la tête de l'UEFA et Andrea Agnelli à la tête de l'association des clubs. Cela aurait-il un rapport avec la publication de ce rapport de l'Observatoire du football, le CIES, qui table sur la prévisibilité de plus en plus forte de la Ligue des Champions et le déséquilibre béant entre les clubs, bien évidemment à l'avantage des plus riches? On ne saurait le clamer haut et fort de peur qu'on nous accuse de prétendre que la Super League, elle existe déjà en fait. En parlant de ça, on a des nouvelles d'Oliver Kay, Jérôme, et de la Super League au Qatar. Alors non, mais je suis sûr que c'est un dossier cave en ce moment. Je fais confiance aux Qataris pour faire advenir ce pronostic. Les stades se construisent, la Super League se construisent. Oliver Kay, je me suis trouvé pas loin de lui en tribune de presse lors de la demi-finale de l'Euro 2016 France-Allemagne. D'accord. Au Vélodrome, et j'avais un peu hésité à aller le voir. Ils ont envoyé, c'est Je nous. me suis dit c'était pas dans l'esprit. C'est nous qui vous avons ridiculisé. Ouais, très bien. D'accord. Pierre Ménès n'est pas sexiste, c'est lui-même qui le dit. Oui, moi je vous dis que Nancy va se maintenir en Ligue 2. Fin de la blague. Pot de départ, Benoît Trémoulinas a annoncé cette semaine sa retraite. Et oui, on a tous eu ce petit moment, on apprend la nouvelle, Ah c'est vrai, Trémoulinas, Trémoulinas. En tout cas, personne ne retiendra de lui sa saison au Dynamo Kiev ou encore sa demi-saison à Saint-Etienne. Pourtant, elles existent. Ouais, c'est des petits moments comme ça. On va voir la page Wikipédia. Oui, c'est le mec. Il a fait une saison de son plein gré au Dynamo Kiev. C'est Saint-Etienne, dédicace à Roland Garros. Pas de pot de départ en revanche pour Samuel Eto'o qui, en fin de contrat au Qatar, chercherait un nouveau club. Oui, alors lui, c'est plutôt. Ah bah, il était pas à la retraite, lui. On se dirait. On passe un peu, voilà, parce qu'on est hyper open. Football féminin, la Coupe de France féminine a trouvé son stade pour l'édition 2019. L'immense stade, l'arène bouillonnante Gaston Petit à Châteauroux. Du coup, on ne sait pas qui des Castelroussins ou des joueuses se sentent le plus méprisés. Et si vous voulez en remettre une tartine de mépris, sachez que la finale aura lieu le 8 mai, un mercredi. Jour férié. Vraiment rien à foutre. Les gens seront en week-end. Terrible. Féminine toujours, le prochain match des Bleus face à l'Allemagne aura lieu le 28 février à Laval. France, Allemagne, Laval. Très bien. Voilà. Bonne nouvelle en revanche, la fédération italienne a durci les sanctions en cas de cris racistes dans les stades. Et oui, ça va chauffer puisqu'en cas de cri de singe et autres joyeuseté, le match sera immédiatement interrompu. Ouh là là. Et les joueurs rassemblés au milieu du terrain. Oh lolo. Double avantage pour les cons en tribune, ils n'auront pas à suivre le match pour s'adonner à leur hobby. Et au moins, tous les joueurs de couleur seront réunis au même endroit, ça évitera de se disperser. Le football européen, plus riche mais aussi plus inégalitaire. Ouais, alors ça c'est le résumé de l'équipe à la suite du dernier rapport économique rendu par l'UEFA. Plus riche mais plus inégalitaire. Plus riche mais plus inégalitaire. Bon, alors ça rappelle quoi? Je sais pas, ça reviendra. Et enfin, pour terminer, coup de tonnerre à l'AS Monaco. Et oui, Vadim Vasiliev quitte son poste de vice-président. Appelé sur les lieux, la police n'écarte pas pour l'instant la thèse de l'accident. Alors attendez, ça c'est le communiqué de la semaine prochaine. Merci Marcel pour ces news. Et tout de suite, on va passer à celui qui du coup va remplacer le Spooner dans le rôle de l'homme énervé. On va s'écouter un petit édito vénère juste après le jingle qui va bien. L'édito vénère.
Bonsoir Marcelin Albert. Marcelin, vous avez l'air souriant, mais au fond de vous, vous êtes énervé. Non, au fond de moi, il y a un petit enfant qui pleure. Voilà. Alors moi, figurez-vous que ma semaine avait pas trop mal démarré. Je m'étais levé du bon oeil, ou du bon pied, je sais plus trop. Mais en tout cas, j'avais le sourire. Comme on dit, j'avais le sourire aux commissures. J'avais soigneusement prévu mes cuites en calant des apéritifs beurratoires le lundi, le vendredi, le mercredi, le mardi, le samedi et le jeudi. Enfin, plus ou moins dans cet ordre-là. C'était un bonheur simple en somme. Mais vous savez ce qu'on dit du bonheur, il est sympa et attirant, mais méfiez-vous, c'est un truand. Et ben ça n'a pas loupé, même pas eu le temps de finir mon assiette que, paf, sur le coin de la gueule, juste là, plein fer. France Football révèle son top... Quoi ? Je vérifiais. Ah oui, non ça va, j'ai mis de la glace et des petits pois surgelés. Okay. Et là, paf, France Football révèle son top 30 des plus grands clubs du monde avec le Real en première position. Et franchement, je ne sais que dire. Bon, je vois bien à vos mines contrites que vous aussi, mais bon, voilà, mais je vous le dis camarades, n'abdiquons pas. Et ensemble, nous allons essayer de dégager non pas, et je le déplore, les sagouins qui pondent des inepties pareilles, mais des réflexions. Expliquez-nous. Bah d'abord, je ne peux que déplorer, même s'il est beaucoup trop tard, un nouvel emploi encore du top. L'humain est devenu un topiste, hein, une sorte de nouveau Sorbonnard que Rabelais aurait eu plaisir à décaniller tout autant que ses vieux ennemis. Triste topiste. Mais merci. Voilà. Et donc pas un topiste qui serait adepte de jouissances heureuses. Non, les humains sont des tripes topistes. Ouais, Voilà, big up à Lévi-Strauss évidemment, qui je sais plus dans quel club il est entré. Il joue en ce moment, mais bon. Voilà, l'humain n'a plus le temps d'argumenter ni de réfléchir, si bien qu'il est devenu un compressé qui ne veut que du condensé. Alors, on lui fait des tops. On lui dit, bah réfléchis pas mon con, te casse pas la nénette, on va te les trouver pour toi, les meilleures recettes de choucroute faites avec les pieds. Tiens, mange, c'est bon, hein. Mais là, c'est pas fini. Parce que France Football vous colle une bonne redondance superlative, c'est un top des plus grands du monde. C'est-à-dire que c'est un top dans notre top. Donc le premier top, on le verra jamais, puisqu'on a déjà décidé en arrière-cuisine qui était le plus grand du monde, ou pas, et c'est marre. En plus, c'est une formulation qui est laissée à dessein dans une mélasse un peu floue. Comme ça, on peut s'enflammer comme il faut, un peu comme Marca qui part tout de suite sur les plus grandes d'histoire. Ça y est, ils sont partis. Ou encore les fans du PSG, pas tous heureusement, qui sautillent à l'idée que leur club serait le 7ème club le plus légendaire, derrière Articodin et Elector. Et alors là, 3ème niveau suprême, car oui, il y a un top du top du top. C'est-à-dire que le numéro 1, on vous l'annonce, c'est le Real. Bon, c'est une stratégie un peu douteuse dans le putaclic, hein, parce que... Bon, il vaudrait mieux que France Football s'inspire des plus grands, c'est-à-dire ceux qui ne dévoilent leur numéro 1 qu'en fin de page, après 300 pubs sur la nouvelle voiture qui agrandit les pénis avec une crème nutrifiante. Nutrifiante, oui. Mot qui n'existe pas d'ailleurs. Bon, toujours est-il que le Real est premier et que la VAR n'a rien à voir avec ça, et ça c'est déjà un bon point. Bon, voilà, on souffle un peu, on a fait le titre, mais ce n'est que le début, d'accord ? D'accord. Comme dirait Francis Cabrel. Je de la trouver. Je vais même pas capter sur le. Bon, c'est pas grave. Ça mais c'est bien les petites fulgurances. Non, en vrai, il me faut vous rassurer, on va pas y passer 3 heures parce que déjà c'est pas très intéressant et puis on peut vraiment y laisser la santé si on s'y penche un peu trop. D'ailleurs, regardez-moi bien, c'est mon cas. Alors, avant de balancer le classement, les oiseaux sortent des termes qui paraissent précis mais qui ne précisent finalement rien, tels paramètres ou encore critères. Mais ce n'est rien comparé aux fameuses catégories qui ont permis de classer ces plus grands clubs du monde. Il y a d'abord la catégorie sportif. Alors on nous dit que c'est le palmarès et le ballon d'or. Bon alors, le ballon d'or, récompense personnelle, absurdité dans un sport collectif, ça pose la question du rôle d'un club dans l'obtention du fameux ballon d'or. Et en plus, on ne sait pas s'il s'agit de la présence de récipiendaires dans l'effectif, si ces récipiendaires l'ont obtenu en jouant dans ce club-là, ou dans un autre club, mais quand ils arrivent, ils ont encore le ballon d'or, ils ont déjà le ballon d'or. Ou alors, ceux qui l'ont eu dans le dit club, mais qui jouent dans ce club ou qui joueraient plus. Enfin bon, on est un peu perdu, quoi.
Moi, Alors- récipiendaire, déjà, j'étais parti. Hein. Ouais, non mais ça c'est fait exprès, c'est pour voilà, c'était pour vous. Mais du coup, Franck Ribéry, tu aurais dû l'avoir, ça compte pas. Alors non, ça compte pas du tout. D'accord, pardon, Mais je crois que c'est un demi-point quand même. Voilà. Alors le palmarès c'est une bonne idée, mais du coup, bon, pour ceux qui savent pas, au classement, PSG et Manchester City sont devant le Milan et Porto n'est pas dans le top 30. Voilà. Oula, il y en a. Nancy, ils sont en combienième? Alors ils sont au-dessus du Real. Ils sont inclassables. Parce que Platini. Voilà. J'ai pas très bien compris, mais bon. Et les maillots fruités. Merci. Voilà. Alors on continue avec la catégorie qui est appelée l'auditoire, c'est-à-dire l'affluence et les réseaux sociaux. Bon, c'est pas non plus critiquable, mais ça dit quand même que, enfin, c'est finalement un reflet assez fidèle du monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire qu'on nous dit que t'es personne sans followers, le constat est dur, mais c'est le constat. Jules César. Ça aussi je l'ai trouvé Là, comme ça, sur la- Alors ensuite on continue avec les recettes, c'est-à-dire les revenus et les ventes de maillots. Bon là encore on passe vite, c'est la mission aigre d'une société de l'hyperconsommation qui donnerait une qualité et une identité totalement absurde, mais passons. Ensuite il y a les dépenses sur le marché des transferts. Voilà, bon alors là moi je vous avoue que je commence à être en bout de course, hein. On considère que les flambeurs de tout poil sont très importants. Bon, pas si importants, Tottenham n'est que 14e. Mais vous me direz, c'est-à-dire que on dit que ceux qui balancent leur billet avec panique pour attraper le dernier bijou mineur à la mode sont ceux qui ont le plus de presse. Donc, quelque part, ça se tient. Il y a ensuite les effectifs. Alors là, c'est la valeur marchande et le nombre de champions du monde en activité. Bon, on commence à voir où ils veulent en venir, hein. Parce que c'est presque en fait en top de Capital ou de Business Putcock Magazine, c'est-à-dire qui vaut le plus, voilà. Alors, en plus les champions du monde, pardon, mais si vous collectionnez les coiffeurs, c'est évidemment pas le même bloc que si vous avez un ou deux cracks en pleine bourre, quoi. Donc du coup, est-ce qu'un champion du monde est vraiment un champion du monde quand il n'a pas joué? Marseille 4 champions du monde. Ouais, voilà. Marseille est dans le classement. classement. Nous, on a Mustafi était champion du monde. Voilà. Je vous garantis qu'il est champion du monde que de ça. Voilà. Et alors, la dernière catégorie, je vous la gardais bien au chaud, celle-là elle est magnifique, c'est la mythologie. Alors précisément, je cite, c'est la mythologie qui nimble les clubs. Et alors là on finit sur, la précision est formidable, critères parfaitement subjectifs que nous assumons. Ça s'arrête comme ça. Là on comprend tout de suite pourquoi je me suis pas plus attardé que ça sur l'analyse des autres critères, parce que celui-là il balaye tout, on frise le fantastique, on peut même dire qu'on frise le mythologique, le mot serait heureux. On a donc un critère subjectif non développé, avec un mot aussi large qu'un océan, lâché comme un pet sur le verglas. Et en fait, c'est finalement qu'un aveu à peine déguisé. C'est France Football qui nous dit on a fait un peu comme on voulait, on a mis nos preuves devant les autres, bisque, rage. Voilà, bon, je suis au bout de tout, je sais plus. Ah si, je pourrais vous dire, pour conclure, je pourrais vous dire en guise de post-scriptum savoureux, il faut savoir que France Football s'est gouré de logo en mettant celui de Fenerbahçe à la place de Galatasaray. Voilà. Voilà, du professionnalisme par A plus B. Voilà. C'est peut-être les mêmes qu'on fait l'indice de performance de Canal+. Au niveau méthodologie, ça. Il y a le fameux truc, on n'a jamais rien compris sur l'indice. Ah bah ils l'ont pas dit, hein, de toute façon. Oui, de toute façon, c'est juste un joli graphique fait avec Excel, quoi. C'est des lamentins derrière, c'est sûr. C'est l'épisode de South Park qui lance et tout. Ouais, le rêve. Il faut aussi que je précise que quand même France Football a fait 2 articles, un article avec le classement, et alors quand ils ont vu le monceau de merde qui se sont pris sur la gueule, ils ont publié un tout petit article de 2 paragraphes, mode d'emploi du classement, où là ils expliquent les catégories. Parce que vous êtes trop con pour comprendre en fait. Avec évidemment cette magnifique catégorie à la fin. Manchester City, 3 titres de champion d'Angleterre, enfin voilà, tu les mets 8ème quoi, c'est quand même un truc. Il y a en plus le contenant et tout, mais t'as évité de parler d'un truc, je pense que t'avais raison, mais il y a la une qui est juste, alors la une elle en a rien à foutre, c'est les 10 plus grands clubs. Et rideau. Plus, tu vois, alors, oui, à l'intérieur, il y a des critères qui sont plus ou moins développés. Ils pouvaient pas mettre en une, selon nous, et des critères foireux, tu vois. ça aurait été un peu gardé. On aurait été honnête. Ça aurait été. Ce soir, on n'en aurait pas parlé. Voilà. On serait pas énervé. Un petit astérisque à la fin. Peut-être une prochaine une pour les cahiers du foot, peut-être les 10 plus grands clubs selon France Football. Sans déconner, ça fait une géniale avec un astérisque. C'est fabuleux. Selon nous. Selon 3 mecs dans un bar un soir avec des bières. Mais là, tout de suite, c'est marrant.
On call deep sur Enjeu Magazine, on fera ça. Je pense que la En tout cas, merci Marcelin de votre édition pas tellement vénère, mais plutôt désabusé. C'était l'édito désabusé. Mais c'est une forme d'énervement d'être désabusé. C'est parce qu'il a pris des antidépresseurs. Voilà, exactement. C'était nécessaire. À chaque tweet de France Football, c'est... oh non. Peut-être des gens qui réagissent un peu sur forcément, il y a Homer qui est un peu... on a du Portoista qui portoiste. Voilà. On nous demande aussi si le poids de l'OM dans le classement a été calculé par rapport à celui de Mandanda. José Anigo qui a quand même eu un poids certain pendant. Voilà. Et on nous demande aussi si ta chemise est un hommage à celle de Didier Roustan. Voilà. J'essaierai un moment un monologue Didier Roustanesque. En fin d'émission, je ferai 37 minutes sans respirer. Non, vas-y. Merci beaucoup mon cher Marcelin. On va passer au sujet central de la semaine, c'est-à-dire cette semaine pas de débat mais du coup une interview parce que nous avons un invité avec un jingle un nouveau jingle que j'ai commandé en Chine. Du coup ils ont dit, j'ai vu une annonce, les mecs font des jingles personnalisés et tout, t'envoies un petit peu les éléments et ils te font ça. Formidable. Un entretien avec Jérôme Lata. Je me suis fait niquer, j'ai l'impression. Est-ce que je peux le ramener en partie? Oui, bien sûr, le problème, on l'a sur une clé USB. On l'utilisera plus. Absolument, tu regarderas, voilà. Aucun problème. Avant de passer à cette interview, on tente des nouvelles rubriques et tout. Là, du coup, on en a discuté un peu avant l'émission. Enfin, la semaine dernière, Marcel m'a dit putain, je suis chaud, je vais faire le mec un peu croquant, un peu gourmand. Je vais faire le portrait de l'invité. Et j'ai dit Marcelin, je suis carrément d'accord. Vas-y. Il s'appelle Jérôme Lata. Je suis désolé, il n'y a pas de page Wikipédia, donc voilà, j'ai pas trouvé. D'accord, très bien. Ça résume ma biographie. Page Wikipédia. Alors écoutez, plan de secours. On va faire un plan de secours. Jérôme, vous connaissez le portrait chinois? Je confonds avec celui de Proust, mais avec le Proust Ball d'ailleurs. Oui, le Proust Ball d'Orge auquel vous avez contribué. Non, jamais. Non, alors je peux raconter. Oui. Donc vous me l'aviez envoyé donc il y a plusieurs années. Oui, parce que ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait. Je me suis posé beaucoup trop de questions. C'était l'ancienne direction. Ouais. D'accord. Mais je me souviens quand même, il y avait une question qui c'était quel est votre pire cauchemar de supporter de foot? Et j'avais dit que le premier titre que remporte l'AS Saint-Etienne depuis 1981, soit une coupe de la Ligue. C'était genre 2 ans avant. Alors non mais du coup ça remonte à vraiment un petit moment. C'était vraiment les prémices du questionnaire Proust. Alors le portrait chinois, c'est vraiment le côté un petit peu si vous étiez une fleur, vous seriez machin. Alors du coup en jeu on a fait ça à notre sauce, c'est le portrait nimois. C'est-à-dire si vous étiez quelque chose, qu'est-ce que vous ne seriez certainement pas. Donc du coup Jérôme, si vous étiez un joueur de foot, qui ne seriez-vous pas? Oh la vache, non mais il me faut des jours moi pour répondre mais voilà, mais on va essayer de parler un peu aux pulsions. C'est le footballeur que je déteste le plus ou... Ça serait probablement quelque chose comme ça. Quelque chose... Ah la vache... Peut-être non, j'allais dire Eric Cantona, mais je veux pas me faire d'ennemis ici. Non, mais attendez, on est en la bonne franquette, je vais pas m'énerver. Non, je dirais Yuri Djorkaeff en souvenir d'une espèce de... Je l'aimais pas trop, il m'énervait, et maintenant j'ai beaucoup d'affection pour lui en fait. D'accord. À l'arrivée, je lui ai tout pardonné. Maintenant qu'on le voit plus nulle part, alors lui, il fait pas chier. C'est vrai. Dans les anciens. C'est vrai que c'est un des rares. Il se multiplie pas, il est pas consultant. C'est encore son père qui fait le je crois charge de qu'il la Coupe de France. Il est consultant, mais très 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 discret sur France Télé, non? Ouais, je crois. Ou peut-être Eurosport, il vient faire le... peut-être qu'il fait venir les... Il fait les tirages au sort. Il est juste là depuis le début, c'est juste qu'avec Emmanuel Petit, on n'entend pas quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Si vous étiez une règle de football, vous ne seriez pas... La barre. Mais non, c'est pas une règle. Ouais, je sais. Je sais que j'étais borderline. Je sais absolument pas quoi répondre. Est-ce que je peux revenir demain? On fera ça du coup. Ouais, on sera pas là par contre. Non, une règle que je trouve utile, pas très bien. Bah là j'ai fait un papier il y a pas longtemps sur c'est pas une règle, c'est une convention qui laisse le défenseur faire une obstruction sur un ballon qui file en sortie de but, ce que je trouve un petit peu absurde. Mais là aussi j'ai plus d'avis tranché, c'est-à-dire que je suis victime de l'âge et des illusions et tout ça. Donc à l'arrivée je dis non, peut-être c'est mieux de le laisser comme ça. Du coup on va enlever le si vous étiez il me reste des antidépresseurs. Si vous étiez un geste technique, vous ne seriez pas.
Alors, à peu près tous les gestes techniques. Alors, une fois, à la récré en 4e, j'ai réussi un double contact. Donc, c'est plutôt celui-là que j'ai envie d'être, quoi, si on est un peu positif. Ouais. J'ai fait un double contact un jour. Ouais. Et j'ai dribblé le mec, quoi. Après, j'ai perdu confiance, quoi. Mais... oh putain, je suis passé. Merde. Il faut assumer. Faire des beaux gestes techniques, faut assumer derrière, quoi. Si vous étiez une coupe de cheveux de footballeur, vous ne seriez pas. Il y a du choix, là. Ouais, il y a le choix, ouais. Non, mais en fait, je préférerais répondre positivement. Mais on va le faire positif. J'aurais une coupe mulet parce que j'ai vraiment eu une coupe mulet. Confession. Très bien, écoutez, voilà, on a notre scoop. J'essaie d'imaginer là tout de suite. L'école Tony Vérel. C'était en 87 en même temps. Après avoir vu Osbourne à Montréal. Non, pas tout à fait. Alors j'étais rentré chez le coiffeur. Alors c'était dans le Val d'Oise, une petite ville pavillonnaire sans intérêt. Je vais chez le coiffeur local et je rentre et je dis au coiffeur que je voudrais la même coupe que Bon Jovi. Mais à l'époque, ça marchait. Mais c'était Bon Jovi. Mais tout est une question de perspective. Je ne connaissais pas Bon Jovi. Donc j'aurais dû peut-être dire Chris Waddell. C'est quand même la référence du mulet à cette époque-là, quoi. Alors, si vous étiez un chant de supporters, vous seriez le polo des supporters stéphanois. Il est bien celui-là. Il est bien, en stéréo en plus. Efficace. Si vous étiez un maillot de foot. Un maillot de l'équipe de France 78. Il est beau, c'est le dernier qui n'a pas de rayures, de bandes, de machin. À l'époque, on faisait encore du textile simple. Ouais, c'est ça. C'était de la laine, hein. Non, c'est déjà du coton. Ouais, c'était du synthétique, c'était pas du coup. C'était le sentier, il y avait pas la concurrence. On t'en faisait 12 pour le prix de 10. Voilà, c'est quand même une autre époque, quoi. T'es obligé d'avoir l'accent quand tu dis sentier. Désolé, pardon. Si vous étiez une compétition. Parce que du coup, la Coupe de la Ligue, on a compris que ce serait. Ça aurait été la Coupe de la Ligue, non. La Coupe d'Europe des clubs champions, comme on disait un temps. L'ancienne, quoi, la version après 2007-2008 où c'est vraiment parti en sucette, quoi. Non, c'est même pré 92. Ah oui, d'accord, oui, c'était. Coupe d'Europe des clubs de foire. Ouais, c'était on joue de foire. C'était on joue 5 matchs, on est champion. Je l'ai pas connu celle-là. Non, celle-là, oui, je sais. Les blagues sur mon âge, ça va 5 Pardon. Alors du coup, les dernières sont un peu plus compliquées. Mais si vous étiez un média sportif, parce que là on était parti sur genre ça va balancer et tout, mais là donc du coup, positivement, si vous étiez un média sportif, vous seriez. Ah bah là il faut inverser là, non parce que là faut repartir sur alors qui vous ne seriez certainement pas. Il y a du choix aussi. Ah il y a beaucoup trop de choix, quoi. Oh oui, il y a du choix. Oh il y a du pire. Ouais, il y a du pire. Ouais. Donc il y a une réponse évidente et puis après il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus. C'est quoi la réponse évidente? Je pense que c'est l'équipe, non? Non, c'est vrai qu'il y a des gens émérites qui y travaillent quand même aussi. Ouais, ça a beaucoup changé l'équipe, quoi. J'ai du mal à comprendre maintenant ceux qui trashent vraiment l'équipe assez violemment parce que je trouve que ça c'est vachement amélioré. Ça dépend des plumes en fait, vraiment. Oui, voilà. Mais depuis quelques années, ils ont recruté des vraies bonnes plumes. Je trouve que le passage au tabloïd, ça a été une bénédiction, très franchement, en termes de maquette, ça. Vous détestez l'équipe là, je vois dans vos regards. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, disons qu'on a nos têtes à l'équipe, on a d'autres qui nous ont, des années comité de vigilance qui ont. Il y a même des mecs qui sont capables du pire et du meilleur en fait. Il y a des gens passés par Enjeu qui écrivent, et du coup passés par les télés. Enfin, on pense à Raphaël Cosmidis par exemple qui écrit régulièrement. Ce serait difficile de leur faire. Sur le PSG, on aimerait bien que ce soit d'autres personnes qui écrivent par exemple. Voilà, par exemple. Donc du coup, allez, un média sportif, tu vois. Je n'ai plus de haine en moi. Donc vous êtes un homme apaisé, je suis un homme apaisé. J'ai atteint un stade de sagesse. Donc je sais pas qui détester vraiment dans les médias sportifs. Je ne serais pas Pierre Ménès en tout cas. Question suivante. C'était la suivante. Non, mais ça peut. Enfin voilà. Si vous êtes, alors imaginons, Jérôme Latin, un jour on vous appelle, c'est Estelle Denis. Elle vous dit oui. Mais c'est déjà arrivé ça. Anecdote. J'ai le 06 d'Estelle Denis, mais c'était le 06 qu'elle avait en 2006. Donc aujourd'hui, avant qu'on la demande en mariage, tout ça. Voilà. Mais imaginons aujourd'hui, enfin demain matin, par exemple, Estelle Denis vous appelle en disant Jérôme Latta, ça vous dirait de faire l'équipe d'Estelle lundi? Et là, vous dites oui. Mais entre qui et qui ne voudriez surtout pas être. Oh putain, la question est compliquée. Alors, vous n'aimeriez pas être assis entre. Et c'est genre s'il y avait deux personnes, vraiment pas, je vais être assis à côté d'eux. Alors, je ne sais pas qui il y a. Ouais, mais c'est pas. Non, mais. Imaginons que l'équipe d'Estelle peut inviter n'importe qui globalement. Ah bah entre Denis Balbir et Pascal Pro.
Oui, ça marche, ça fonctionne. Mais mis en face, hein, d'ailleurs. Oui, non, voilà, pas là, en fait, pas là. Ailleurs. Pas là. C'est valide. Bah voilà, mais là j'ai l'impression que déjà, du coup, Jérôme, on vous connaît. Vous me connaissez mieux, ouais. On vous connaît un peu mieux. Non, il aurait fallu me donner les questions avant. C'est vrai, là, mais des trucs brillants. Mais vous nous connaissez, on a préparé ça cet après-midi parce que voilà. Mais du coup, on est là, et alors là, je rêve de faire ça. Jérôme Lattard, on est là pour parler du numéro 2 des Cahiers du foot. Voilà, le nouveau numéro qui est sorti tout récemment, le mois dernier. Donc, deuxième numéro de la revue des Cahiers du foot, la résurrection, quelque part. Enfin voilà, la résurrection papier, hein, parce que c'est plus du tout le même format. Ce retour des Cahiers du foot, c'est quelque chose que vous aviez en tête depuis un bout de temps, ou c'est quelque chose qui est arrivé de manière très spontanée? Ah non, on l'a eu dès qu'on a arrêté le mensuel, en fait, c'est-à-dire il y a 10 ans, voilà. Ah ok. Donc, bah, il nous faut du temps, nous aussi. Non, quand on a arrêté le mensuel, donc en 2008-2009, on a eu tout de suite l'envie de relancer un projet, et ce projet, c'était déjà celui d'une revue qu'on imaginait trimestrielle à l'époque. Et puis après, il y a eu forfait on était au bout du rouleau. Et donc on est passé à autre chose. On avait déjà beaucoup de choses à faire avec la poursuite du site. Voilà, et c'est une idée qu'on a quand même ressortie il y a 5 ans. On a même fait des réunions. Et en fait, on a commencé à travailler sur ce qui allait devenir le numéro 1. D'accord. Mais là aussi, il y a eu des événements extra-professionnels, familiaux, des trucs, enfin la vie quoi. Qui nous ont un petit peu éloignés du projet, et on a relancé ça il y a 1 an et demi, et là on a formé une vraie équipe, on a vraiment travaillé, et on a vraiment sorti un premier numéro. C'est un peu l'arrivée d'une nouvelle génération au Cahier aussi, on a l'impression, enfin il y a des gens qui ont pris des responsabilités, je pense à Gilles Juan par exemple, qui était autour des années et tout, qui a fait partie des fondateurs des managers, mais qui aujourd'hui a un rôle assez important. Ouais, tout à fait. Bah, à chaque fois, en fait, à chaque étape des Cahiers du foot, que ce soit même la création du site il y a 21 ans, il a fallu qu'il y ait une petite osmose entre des gens. C'est une histoire d'amitié, les Cahiers du football. C'est ça. Comme Orgeau aussi. Tout à fait. C'est un peu une histoire d'alcool aussi. Oui, il y a eu beaucoup d'alcool. Beaucoup. Au Cahier du foot. Les gens comme ça. Ça cimente les liens. Voilà, mais le fait est qu'il y a eu un peu un alignement des astres, et on a formé un petit groupe de 5-7 personnes susceptibles de s'investir, parce que c'est quand même un sacerdoce. Hein. C'est une rédaction claire avec des rôles vraiment et tout maintenant. Avec des rôles, c'est un peu plus flou que ça. Enfin, on a tendance à assumer un petit peu. Il y a quand même un directeur artistique qui s'est chargé de créer la maquette, etc. Donc ça c'est important. Et puis après, on travaille de manière vraiment très collégiale. Et puis autour, on a sollicité plein de gens avec qui on avait déjà travaillé ou avec qui on avait envie de travailler. Donc tout ça, ça a formé une équipe grâce à laquelle on a pu mener le projet à terme. Et du coup, vous avez créé votre propre maison d'édition, du coup, c'est ça, les éditions du 12 Non, juillet elle existait déjà en fait, la structure existait déjà, on l'avait créée en 2003 quand on avait lancé le mensuel. Donc elle était restée un petit peu en sommeil, mais elle était toujours là, donc on l'a relancée. Ouais. Et du coup, elle est vouée uniquement à sortir les biannuels, du coup, maintenant, c'est ça, on est sur un biannuel. On était parti sur l'idée de faire 3 numéros par an, puis on s'est rendu compte qu'il nous fallait un peu plus de temps pour faire des numéros dont on serait complètement satisfait. Donc on se dit 2 numéros par an, puis il y a quand même 172 pages, faut laisser le temps aux gens de le lire aussi. Oui. Et... Je vais être très honnête, je l'ai pas encore terminé. Ouais, oui, mais il faut pas le terminer, il faut en garder pour ses vieux jours. C'est ça. Oui, donc 2 numéros par an, c'est bien. 2 numéros par an, c'est bien. Oui. Mais du coup, la maison d'édition est vouée uniquement à ça ou... Bah, c'est une entreprise en fait, donc elle sert de support aussi pour. Et bah oui, c'est ça. Voilà. Je suis chef d'entreprise. On reviendra tout ça. J'avoue que quand on a payé les premières piges, je ne savais pas en fait les cotisations sociales. Je continue à dire cotisations et non pas charges sociales, donc je reste un petit peu de gauche. Merci. Tu es du bon côté, c'est bien. Mais je n'avais pas évalué l'ampleur. Mais on est ravis de payer des gens et de payer des cotisations sociales. Donc pige en plus. Donc bien... Oui, on paye en pige, on paye des pigistes, on paye des illustrateurs, on paye bien carré, bien propre quoi. Pas d'auto-entrepreneur, pas de choses. Non, pas d'auto-entrepreneur. Pour ceux qui connaissent le régime des pigistes, on refuse même l'abattement. Enfin, on fait ça proprement. Bravo. Et on essaie de payer à peu près dignement. Il y a Sylvain en régie qui applaudit, l'homme qui travaille dans les médias. Ouais, parce que moi je suis pigiste indépendant aussi, donc voilà, je suis un petit peu des deux côtés. Oui. Voilà, c'est une question. Une balle dans le pied, le blog. C'est une question de principe, quoi. Non mais oui, non mais bien sûr. Tu sais les principes ces temps-ci, c'est pas monnaie courante. Oui, ça se négocie, ouais. Mais nous on est un peu suicidaires. On s'en fout de payer des charges plein. Voilà, on est content, quoi.
Plus on paye des charges, plus c'est bien. Voilà, participer à l'économie de la France. Exactement, la relance du pays. Du redressement national. On parlait un peu de maquette justement. Qui s'en occupe en fait? Parce qu'il y a une identité visuelle pour le coup qui est vraiment hyper forte dans les cahiers. Enfin, on est sur très peu de photos, si ce n'est un portfolio à chaque fois. Qui est chouette, c'est hyper en ouverture. Et il y a aussi super photo. Photo reportage. Et puis il y a cette expo. D'un japonais là qui reproduit les gestes du foot qui est absolument hallucinante. Mais du coup, comment ça se passe? Qui s'est occupé de cette maquette et tout? Qui a créé ces illustrations et toute cette identité visuelle un peu? Parce que c'est quand même hyper impressionnant là-dessus. C'est un bonheur à feuilleter en fait, vraiment. Ouais, on voulait faire un bel objet. Alors c'était un petit peu le contre-pied du mensuel qui était professionnel, que j'aimais bien et tout ça, mais c'était un format tabloïd un peu comme Charlie Hebdo, donc avec des dessins d'humour, etc. C'était pas du tout la même orientation esthétique. Nous, on a vraiment voulu faire un bel objet. Sachant que c'est pas suffisant de faire un bel... C'est une satisfaction de faire un bel objet, une belle revue. On a essayé de soigner le contenu aussi. Et donc, tout le graphisme a été fait par Sébastien Bergera, que j'ai rencontré, qui est un ami, disons-le, qui travaille très très bien et qui nous a fait une très très belle maquette sur laquelle on a eu le temps de bosser, on a eu le temps d'échanger énormément. Et à l'arrivée, moi, on est super content, mais on est super content de tout, on n'a aucun recul critique. Donc on est preneur de critiques parce que nous, le deuxième numéro, on l'a trouvé aussi bien que le premier, qu'on trouvait magnifique. Donc, quitte à passer pour prétentieux, ce qui ne serait pas la première fois d'ailleurs. Mais en préférant, d'un point de vue purement matériel et visuel, c'est hyper réussi. C'est hyper agréable de lire un truc comme ça. Le choix du papier qui recoupe, je crois, celui que vous aviez sur le bouquin, le premier bouquin des cahiers, là, le gros, je t'en avais parlé déjà, l'argenté, l'anthologie de football et d'eau fraîche. Qui le papier un peu épais comme ça, il y a une identité visuelle qui a été développée un peu autour de ça, en flat un petit peu, qui est hyper les gens sont énervés dans le métro parce que le format est grand, donc du coup c'est vrai qu'on a tendance à mettre des coups de coude. Moi je sais que ce matin j'ai eu 2-3 regards, je fais oui mais enfin il y a du foot quand même. Mais voilà, le truc que ce soit grand, la place de la photo, qui est très l'espacement visuel. Il y a ce portfolio du coup qui un peu du coup une tradition, en fait c'est un truc qui est installé maintenant je pense, le portfolio en début. C'est un des partis pris. Alors c'est une inspiration qui vient du Tigre, je sais pas si vous avez connu, c'était un magazine mensuel qui a existé pendant plusieurs années, qui était absolument génial. Parce que j'étais en train de me dire mais non mais c'est l'émission de radio sur France Inter, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a pas eu une notoriété immense, mais moi j'étais complètement amoureux de cette revue, de ce mensuel, et on s'est inspiré d'eux pour pas mal de choses. Et d'ailleurs on a entre guillemets récupéré Antoine Zéo qui était un collaborateur du Tigre, qui avait écrit quelques papier dans les cahiers du foot sur le site, et donc il fait partie de l'équipe aussi. Et donc parmi les choses qu'on leur a empruntées respectueusement, c'est l'ouverture sur le portfolio. Alors déjà la photo de une, elle est extraite du portfolio, et on ouvre la revue et on commence immédiatement sur les photos qui ne sont pas légendées. Donc voilà, pour intriguer un petit peu, quitte à dérouter un peu le lecteur. Voilà, le contact. Ouais, c'est ça. Et puis pour le reste, on travaille à chaque fois, il y a un grand dossier. Donc le premier numéro c'était la beauté, le deuxième c'est Dieu, c'est-à-dire la religion comme football, et le football dans la... qu'est-ce que j'ai dit là? Non. Le football comme religion et la religion dans le football, merci. C'est hyper vaste du coup. C'est hyper intéressant, vraiment passionnant à lire en fait, parce qu'on pourrait imaginer que ça va être un truc un peu lapidaire sur il y en a marre les mecs qui font des signes de croix avant d'entrer sur le terrain, mais en fait on prend vraiment la religion sur tous les angles, et notamment aussi qu'est-ce que c'est qu'avoir la foi dans le football et tout, et la foi en son équipe. Ouais, voilà, l'idée c'est de prendre à chaque fois une notion un petit peu abstraite, assez large, et puis de la traiter assez en profondeur, parce que le dossier il fait une 50aine de pages, et donc à chaque fois pour le dossier il y a un illustrateur qui se consacre à l'illustration de tout le dossier. Le parti pris c'est qu'il n'y a pas de photos dans le dossier, il y en a ailleurs, mais voilà. Donc effectivement il y a des parties pris visuels, graphiques, etc. qu'on avait envie dont on avait envie qu'il soit assez fort, et voilà, c'est ce qu'on voulait faire. Et du coup, comment se construit une revue? C'est-à-dire que vous partez d'un thème central, genre vous vous dites on va partir de la religion dans le football en tant que religion, tout ça, et après on ajoute les trucs, ou alors c'est vraiment du brique par brique, ça vient petit à petit, on a des idées, peut-être que ça peut être on va partir déjà en se disant on va faire une interview de Zubizarreta, et puis après on part un peu sur d'autres trucs, ou c'est comment ça fonctionne?
Alors il y a eu 2 temps parce que le premier temps ça a été celui de la création en partant vraiment de zéro, c'est-à-dire créer la maquette, c'est pas seulement créer du graphisme, c'est aussi créer des rubriques. Chemin de fer. Ouais, voilà, créer un chemin de fer. Il est fixé là maintenant, vous l'avez. Oui, il va y avoir. On va faire des variations parce qu'on veut pas trop habituer les lecteurs, mais on a une structure assez, enfin qu'on va respecter pour l'essentiel. Ouais, là j'ai retrouvé des rubriques. Oui, voilà, après il y aura des rubriques récurrentes. Il y a des petites séquences, enfin il y a des séquences magazines de plusieurs pages avec des petits formats parce que ça c'est un peu la marque de fabrique. Il y en a un nombre incroyable par contre. Enfin, ça c'est hallucinant en fait le nombre de petites rubriques. Enfin que ce soit bon le roman photo, des trucs qu'on connaissait déjà, qui avait déjà, mais il y a plein de trucs. Enfin l'objet, le protège tibia, enfin les parodies littéraires, les trucs et tout. Enfin comment ça se construit? Enfin c'est des gens qui viennent vous proposer des trucs en disant ah bah ouais j'ai une idée, on pourrait faire un truc des couvertures de livres détournées et on changera à chaque numéro machin ou c'est. Alors il y a une partie des idées qu'on avait depuis longtemps, donc parce que ça fait longtemps qu'on réfléchit à ce format de revue, et puis il y en a qui sont apportés simplement, on se réunit à peu près toutes les semaines, et on se réunit, on brainstorm. Vous avez la vraie réunion de rédac. Ouais, on sait, oui, alors vraie réunion de rédac, c'est pas dans des bureaux, c'est dans des bars ou des. Ouais, voilà, parce qu'on sait qu'en préparant cette émission-là, vous nous aviez dit, alors le vendredi je peux, mais bon j'ai réunion des cahiers avant. Alors nous on a trouvé ça. Oh, attention, il y a réunion des cahiers, les mecs. Bon. Et on a un groupe Slack, mais il y a pas de boys club. Hein, d'accord, il y a pas de cahiers du LOL ou de trucs comme ça. Il y a d'ailleurs des noms féminins. Il y a des filles qui signent aussi dans les cahiers. Alors après bon, ça reste toujours une minorité et tout, mais elles sont presque pas une minorité dans le numéro 2. Dans le numéro 2, alors j'avais pas regardé avec très attention, j'avoue, mais j'ai vu des noms qui étaient déjà là sur le numéro 1 en plus et tout, donc voilà, il y a un vrai souci aussi d'arriver à avoir un peu tout le monde. Alors on n'a pas une démarche volontariste, en fait, ça s'est fait naturellement. C'est pas recherche journalisteux avec voilà. Exactement. Ça s'est fait naturellement, peut-être parce on aborde des sujets un peu différents, mais on n'a eu aucune difficulté à solliciter des journalistes femmes. Il y en avait avec qui on avait envie de bosser aussi, qu'on connaissait, qu'on a sollicité, qui sont pas journalistes. Il y a aussi des photographes. On trouvera aussi des filles chez les illustratrices du coup. Voilà, donc c'est pas une démarche volontaire sur laquelle on va communiquer, on va dire. Ça s'est fait relativement naturellement, et c'est vrai qu'on est content de ça aussi, quoi. Après, le petit comité de rédaction que j'évoquais tout à l'heure, il y a que des couilles. Hein. D'accord. C'est bien. C'est une formation spontanée, on va dire. Ouais. Parce que on a fait ça entre amis sur les potes, machin. Tu voulais dire un truc, Marcel, ou non, c'était une blague nulle à un moment? Non, c'était juste, je posais la question de savoir ce que c'était qu'un chemin de fer, parce que j'y connais rien. Ah pardon, oui, non, c'est vrai qu'effectivement, peut-être que nos éditeurs non plus. Voilà, on sait qu'on parlait de foot. On est quelques-uns à avoir un peu. Tu vois les trains? Ouais, alors bon, est-ce que tu connais la SNCF? On va vraiment inspiré du contexte. Le chemin de fer, c'est un cheminement de rubrique en fait. C'est-à-dire, tu dis page 2, 4, ce sera telle rubrique, page 8, machin. Enfin voilà, t'as des pages en petit. Tu séquences. C'est comme un storyboard, mais appliqué à un journal. C'est un Excel souvent. Qu'est-ce que c'est? Alors un storyboard, c'est comme un chemin de fer mais appliqué au cinéma. D'accord. Alors attends, moi j'avais une question aussi justement parce que tu parlais des journaleuses, journaleux, etc. machin. Justement sur les profils, j'ai l'impression que vous avez une variété de profils hyper variés. Quand on n'est pas dans le. Il y a plein de non-journalistes. Et puis il y a plein de journalistes qui ont l'air de venir de d'autres univers que celui du foot, j'ai l'impression, parce que c'est un peu un microcosme dont on connaît à peu près tous les noms. Là, moi, ce que je trouve cool, c'est que je trouve plein de noms que je connais pas, et des gens qui prennent des angles surtout qui sont hyper variés pour attaquer le foot comme objet, enfin, il y a vraiment plein de portes d'entrée, quoi. Ça c'était c'est normal. C'est un flingue. Attention. Je tiens à dire aux auditeurs que ça fait un bruit de champagne, mais c'est de la bière. C'était une volonté, ça, depuis le début, d'essayer d'ouvrir les profils un peu, de varier un peu. Là aussi, ça s'est fait naturellement. Dans notre petit comité de rédaction, on n'a pas vraiment des profils de vrais journalistes. On n'a pas fait d'école de journalistes. Pour la plupart, on a des expériences dans ce domaine-là, c'est sûr, mais on a un petit peu des profils différents. C'est pour ça aussi qu'on est content de solliciter des journalistes qui vont faire un travail typiquement journalistique, parce que nous, c'est ce qu'on dit un petit peu sur le ton de la plaisanterie dans les réunions de rédaction. Nous, notre tendance, c'est de faire de la dissertation, d'écrire, de développer sur des thèmes, etc. Et on essaie de se discipliner nous-mêmes. Très universitaire. Alors pas forcément. On essaie de pas être, parce que
voulais pas être trop intello. Ça veut dire que c'est hyper intéressant. Mais il y a des vrais reportages. Enfin voilà, là on sent qu'il y a quand même des vraies pattes journalistiques et tout. Il y a un reportage sur l'armée. Enfin il y a plein de choses et tout. Ouais, mais par exemple le sujet sur l'armée, c'est Jean Michelin qui l'a fait. Il est militaire, il est commandant dans l'armée française et il a écrit un bouquin qui s'appelle Jonqui, qui est paru chez Gallimard, un roman qui a un bon accueil critique. On le connaît, il est forumiste des Cahiers du Foot, donc on n'a pas manqué de le contacter et on lui a demandé simplement s'il voulait écrire a priori sur le football dans l'armée, ce qu'il a fait, et je trouve que le résultat est intéressant. Effectivement, c'est un résultat assez différent d'un format journalistique classique. C'est un truc que vous voulez, de renouveler un peu le pool de rédacteurs comme ça pour chaque numéro, je veux dire, vous avez un noyau fixe, puis après un noyau élargi suivant le sujet. À la fin de l'émission, les CV. Hein. Non, mais ça va, ton entretien d'embauche en direct, ça se passe bien? En fait, c'est le principe de cercle un peu concentrique, c'est-à-dire qu'il y a un noyau dur et puis il y a un noyau un peu moins dur avec des gens qui viennent régulièrement dans les réunions, par exemple, ou des journalistes qui ont envie de s'impliquer parce qu'ils aiment bien le projet ou parce qu'on a des affinités. Donc on va facilement travailler ensemble, mais le fait d'être professionnalisé un petit peu comme ça permet aussi soit de demander des piges à des gens dont on a découvert le travail, soit de recevoir des demandes, des candidatures de contribution, des propositions de sujets, tout simplement, parce que les pigistes, les journalistes, ils travaillent comme ça. Il y a des gens du Libéro Lyon, il y a des gens, Hugo Hélin qui fait un super papier d'ailleurs dans ce truc-là, un papier très très parodique, mais je veux pas spoiler pour... Non, mais il y a aussi Spooner, on peut le dire. Alors voilà, attendez, parce que moi j'ai cherché dans l'ours, il n'y a pas son blaze. Ah non, faut pas le dire, ça, c'est horrible ça. Il a pas mis son blaze. Il a oublié, c'est ça, hein? Ouais, on l'a oublié. Oh merde. Mais attendez, parce que monsieur, il en fallait un, ça a été Monsieur Lata, son article est signé, hein, donc oui, effectivement, Monsieur Lata, c'est le moment où on va aborder le point épineux du truc. Il vous a contacté ou vous êtes venu le chercher, cette espèce de sale traître? Attention, hein, il a commencé sur les cahiers. Hein. Je réserverai. Oui, mais bon, je crois, avant de. Elle a combien de facettes sa veste là? Elle se retourne. Il y a un bruit qui court, comme quoi c'est les cahiers du foot qui lui auraient payé ses vacances actuelles au ski. Alors moi je voudrais le savoir. Moi je demande juste à savoir. Voilà, la France doit savoir. Voilà, parce qu'il n'a pas osé être là et assumer en direct son double partenariat, mais je voudrais savoir. Une instruction est en cours. Je ne souhaite pas répondre à la commission. Il n'était pas en fin de contrat avec nous. Hein. On n'a pas eu d'indemnité, on n'a rien eu nous. On lui a demandé aucune exclusivité, donc il pourra continuer à. Mais si on va dans ces dossiers-là, dans les vieux contentieux entre hors-jeu et les cahiers du foot. Raphaël Cosmidis, rendez-nous Raphaël Cosmidis. Christophe Kuchli. La moitié des managers, c'est nous. On n'a jamais été payé pour ça. Non, mais bon. En plus, il livre le Spooner pour lui rendre hommage. C'est très très rigolo, une discussion entre Saint-Pierre et Georges Best sur le dossier. Ouais, il a fait un truc super. Le truc est très très drôle, vraiment, et voilà. Et on ne lui en tient pas rigueur, même s'il est pas là, même s'il est au sport d'hiver, on l'aime. Et si je peux ajouter un truc sur un peu la diversité des profils, il y a aussi une diversité générationnelle dont je suis assez content, parce que c'est pas terrible s'il y avait que des mecs de mon âge qui avaient fait ça. Ça c'est difficile à voir dans les noms et dans les... Surtout que par exemple Gilles, on dirait qu'il a, avec un prénom comme ça, on dirait qu'il a 45 ans minimum. Mais non, pas du tout. En fait, il est sur une trentaine. C'est un trentenaire. Mais il y a des gens qui sont dans leurs 20 ans, leurs 30 ans, leurs 40 ans, etc. Alors, question un peu idiote, mais en soi, quand on est les cahiers du foot, qu'on est un média un peu à la marge et tout, comment ça se passe? Est-ce que c'est facile d'obtenir une interview avec des gens un peu du milieu? C'est-à-dire, je pense à l'interview de Zubizarreta, je pense à des interviews comme ça. Comment ça se passe? Parce que quand on est l'équipe, bon, on a la ligne directe, on appelle, on fait oui, bonjour, c'est l'équipe, on voudrait... Quand c'est les cahiers, est-ce que c'est difficile d'obtenir une interview parce qu'il faut galérer? Est-ce que les gens sont contents, ils disent ah, on aura des questions moins cons que d'habitude? Ou est-ce qu'il y a un côté oh putain, c'est les cahiers, c'est chaud, les mecs ils sont un peu borderline machin, ils vont poser des questions pièges, ça va être relou, on va avoir l'air de gros cons? Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients dans notre position, parce que quand vous êtes à l'équipe, vous allez essuyer des refus parce que vous êtes l'équipe, hein, parce que c'est trop exposé. Par exemple, au PSG, bon, on refuse de rentrer. Non, pap. Arnaud Herman, ça dégage. Allez, hop. Voilà, après le fait de pouvoir montrer la revue entre guillemets et puis de préciser le contexte de l'interview, de dire que ça va être quelque chose en profondeur. Par exemple, Zubizarreta, on a parlé de sa carrière de footballeur, on a parlé avec lui du Pays Basque, on n'a pas parlé que de l'OM. Non, bien sûr, mais ça pourrait être un truc. Enfin, l'OM aurait pu dire non, c'est les cahiers du foot, ils vont tenter des trucs chelous. Vous pouvez faire passer ça à l'esprit de l'interview un peu. Là, par exemple, dans le cas de Zubizarreta, vous avez affaire à qui comme interlocuteur? L'attaché de presse de l'OM, j'imagine? Ouais, là on passe par le circuit classique, quoi. Ouais. Voilà. Donc José Anigo.
Alors, on a eu un petit souci, c'est... Wilfried Anigo. On avait envoyé 2 personnes et qui ont dû faire demi-tour, enfin qui sont arrivés jusqu'à la commanderie. Devant les tirs de fusil, ils ont fait demi-tour. Voilà, et Zubizarreta a eu un problème personnel, manifestement. Voilà, ils ont fait l'aller-retour pour rien, on y est retourné cette fois-ci pour de bon. Voilà. Et à l'arrivée, moi, je dis ça extérieurement puisque c'est pas moi qui l'ai fait du tout, mais je trouve vachement bien l'interview intéressante. Oui, c'est cool. En vrai, il n'y a pas trop de langue de bois. Il y en a un tout petit peu des fois quand il fait des en tant qu'Olympique de Marseille, on doit se positionner parmi les plus gros. Bon, alors ça, on voit la situation actuelle, c'est un peu drôle. J'allais demander justement là-dessus parce que j'avais eu, je crois qu'on en avait parlé déjà la dernière fois pour la précédente interview dans le précédent numéro. Est-ce que vous arrivez, ça va peut-être venir avec le temps, etc., à être incisif dans ce genre d'interview qu'on connaît, qu'on sait être très verrouillé, probablement avec l'attaché de presse qui reste derrière pour vérifier ce qui est dit, etc. Est-ce que j'ai un peu l'impression que les questions sont bien posées, mais que les réponses parfois sont convenues. Le mec tape un peu. C'est toute la difficulté de l'exercice. En plus, l'exercice est très technique. L'exercice de l'intervieweur. Alors il y a Grégory Schneider qui en parle très très bien parce que c'est un type il est controversé. Il est pas champion du monde. Des fois ça va. Il est pas champion du monde. Mais il fait des très bonnes interviews et il raconte justement la difficulté d'avoir des bonnes interviews. Une fois, il racontait qu'il connaissait Tony Parker depuis assez longtemps. Et c'est plus son premier album. Ouais, c'est ça. Il connaissait par cœur. Et puis une fois, il va l'interviewer pour Libé, puis au bout d'une demi-heure, il l'arrête, il lui dit non mais tu racontes que de la merde là, c'est pas intéressant du tout. Et Tony Parker le regarde et il lui dit non mais ouais t'as raison. Parce qu'il s'était mis en mode interview, en pilotage automatique, en autocontrôle des paroles, et après, Grégory racontait que l'interview avait vraiment pu démarrer. Bref, donc il faut avoir une forme de technique, une capacité à mettre, mais qu'on interviewe Tony Parker, Zidane ou un gilet jaune sur un rond-point, c'est la même chose, c'est la même technique. Il faut avoir un peu d'empathie, il faut peut-être avoir construit des relations de confiance auparavant. Il faut avoir un sens du rebond sur les questions, et il faut un sens de la relance quand t'es pas satisfait de la réponse. Moi je sais que je suis pas très bon en interview, j'aime bien les retranscrire. T'en as fait toi un peu J'en ai fait quelques-uns, pas dans la Russie, on a fait dans ce format jeu dans le premier numéro, le jeu en triangle avec les arbitres. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais là c'est un autre contexte. Ils sont plus faciles à amener. Voilà, ils sont ravis de parler. En l'occurrence, les gens qu'on avait invités, ils étaient ravis de parler, donc il n'y a pas ce genre de soucis. Mais c'est vrai que quand on interviewe un sportif de haut niveau qui est sollicité constamment par les médias et qui est un peu en mode défensif, c'est-à-dire qu'il sait que s'il dit un truc qui dépasse, il aura la une derrière. Voilà, il veut pas trop se livrer, donc c'est très compliqué effectivement. Il faut nous, ce qu'on vend régulièrement, c'est on dit aux gens qu'on va pas parler pour Zubizarreta, on a dit on veut parler de jeu, on veut parler de sa carrière, on veut parler un petit peu de ses fonctions à l'OM, mais on essaie de désamorcer un petit peu les craintes que peuvent avoir ceux qui ont la main, c'est-à-dire en général les clubs. On essaie de désamorcer leurs craintes d'une interview, du type d'interview que eux-mêmes craignent. Voilà. Ouais, avec des questions pièges, des trucs, on va essayer de les... Ouais, nous, en plus, on essaie d'interviewer des gens qu'on suppose intéressants ou qu'on aime bien, donc on va être plutôt bienveillant. Puis c'est vrai que Zubizarreta, on l'a pas tant eu, on en a parlé à son arrivée, mais depuis, c'est vrai que, on parlait de Garcia, on parlait de McCourt, on parlait d'Hérault, mais Zubizarreta finalement est très vite passé au second plan médiatiquement. C'était surtout, moi, c'était Rai qui m'avait déçu, moi, dans le premier. Je l'avais. Parce qu'en plus, vous l'amenez sur un terrain qui est intéressant pour lui, vu la politique, tout ça, enfin, c'est son engagement au pays et tout machin, et j'ai trouvé que, alors après, ça peut... On sent que c'est un moment un peu clé pour lui et qu'il y a des enjeux, etc., parce que il dodge, il botte un peu en touche, etc., il avait avancé un peu des banalités, alors que son engagement était hyper intéressant. Ouais. Et ça, c'est peut-être de notre faute, parce qu'on n'a peut-être pas enfoncé assez ce coin-là. Après, moi, j'avais trouvé qu'il disait des choses intéressantes sur les évolutions. Il dit des choses intéressantes, oui, ça c'est sûr. Ce qui est marrant, c'est qu'on le raconte au début de l'interview, d'ailleurs, il dit quoi, vous avez 3 quarts d'heure? Parce que 3 quarts d'heure, c'est beaucoup du monde pour un sportif. Et puis à la fin, il dit non, c'est passé vite, quoi. Ouais. Mais l'interview, moi je le dis d'autant plus facilement que je maîtrise pas très bien l'exercice. C'est assez étrange, tu peux réaliser une interview et trouver qu'elle est vachement bien. Nous, on avait interviewé Pape Diouf en 2004.
dans son bureau. 412 pages. On s'en souvient. On avait un long entretien, on sort de l'entretien et ouais, c'est super, il va être super l'interview, il a dit plein de choses. Et moi je retranscris l'interview et je fais oh merde. Il nous a embrouillé, il nous a endormi c'est pas totalement. qu'il t'a embrouillé, c'est pas forcément qu'il t'a embrouillé, peut-être c'est toi qui n'as pas posé les bonnes questions, mais l'interview était assez plate. Ouais. Donc, c'est pas biouf, c'est très maîtrisé et tout. Par contre, vous avez une manie quand même, c'est de hurler sur les gens que vous interviewez, tout en caps lock. C'est quand même hyper. Enfin, moi j'ai l'impression qu'à chaque fois on hurle sur les gens et du coup ils sont sur la défense. Mais ça, c'est une perception qui est propre aux gens qui passent trop de temps sur Twitter. C'est ça, je vois les gens hurler. Alors, je note la remarque. Ça va être une question un peu. Alors, ça va amener la prochaine rubrique, mais c'est une question. Mais est-ce que, en quelques mots, il y a un petit peu une philosophie, un credo quelque part sur ce magazine-là, parce que j'ai l'impression qu'on essaye quelque part de donner, mais en même temps, vous le disiez et tout, on donne la parole à des gens qui n'ont pas l'habitude de la donner. Parce que, par exemple, moi j'ai été hyper surpris de trouver une interview de Carvaral en fait dans le truc. Je me suis dit, alors c'est cool. Moi je voulais juste. Mais c'est vrai que c'est hyper surprenant en fait d'aller chercher de Carvaral. Enfin, du coup, c'est une interview espagnole que vous avez récupérée et traduite. Parce qu'on a un partenariat avec la Revista Libero. D'accord, ok, très bien. Comme avec When Saturday Comes à une époque et tout. Voilà, toujours pour le site, on est toujours en partenariat avec eux et la Revista Libero qui est vraiment une super revue qui fait justement des très bonnes interviews. On a un partenariat avec eux, donc ils ont publié l'interview de Zubizarreta, voilà. C'est ça. Alors pas tout à fait les mêmes parties de l'interview. D'accord, ok. Ah ouais, vous avez choisi en quelque sorte. Et vous avez récupéré l'entretien global et. Voilà, pareil pour Carvaral, on n'a pas gardé les trucs qui étaient de la pure promo pour son sponsor. Ah ouais. Par exemple. Mais l'interview est intéressante justement sur son rapport à Madrid et tout sur plein de choses. On choisit, c'est-à-dire ils ont fait plusieurs interviews, on avait plusieurs possibilités, on a trouvé que celle de Carvaral était intéressante. C'était intéressant de savoir du coup que vous n'avez pas récupéré exactement ce qui avait été publié à l'époque. Jérôme Latta, j'ai envie de me faire un petit kiff parce que là on est en mode un peu radio. Je me sens un petit peu comme si j'avais envie de faire une interview un peu France Culture. Jérôme Latta. Alors, il faut mettre une petite musique là. Avec un petit jingle. Peut-être. C'est France Culture ça fait très France Culture. Moi j'ai pas repris exactement le truc parce que j'ai pas envie d'avoir un procès, mais Jérôme Latta, bonsoir. Bonsoir. Jérôme Latta, c'est quoi pour vous le football? Non mais c'est comme le questionnaire de tout à l'heure quoi. Non, il faut non, celle-là elle est hyper connard. Je l'admets totalement. Mais parce que t'es obligé de commencer. C'est comme si tu disais Bernard-Henri Lévy, c'est quoi pour vous la philosophie? Tu sais, t'es obligé un petit peu de faire. Je peux faire la question d'après. Non mais je peux te répondre à ça. Ouais. C'est une malédiction. Hein. J'avais pas du tout prévu. Bon, j'ai beaucoup aimé le football quand j'étais enfant. J'en étais passionné. J'avais coupé à l'adolescence parce que forcément quoi, entre le métal et les filles et la Saint-Etienne en deuxième division, il y a des moments où je suis revenu un petit peu au début des années 90 et j'avoue que j'avais pas tout à fait prévu ni calculé ce qui allait se passer quand en décembre 97 on a créé avec deux copains et collègues le site des cahiers du football. Si c'était à refaire, je ne le referais pas. Je ferais autre chose. Mais je suis très fier et tout ça, et c'est toute une aventure. C'est une aventure humaine. Voilà. C'est vraiment une aventure humaine. Je peux développer? Oui, bien sûr. Non, on a une chance complètement folle. C'est pas facile, vous le savez, d'être un média indépendant avec très peu de moyens, qui est fondé essentiellement sur le bénévolat. Mais on a une chance folle, c'est que il y a une chance folle qui est de faire ça avec des gens qu'on aime, avec des amis, des vrais amis, soit qu'ils sont déjà au moment où on lance l'affaire, soit qu'ils deviennent en cours de route, et de faire ça avec une liberté presque absolue. Bon, on peut pas décrocher toutes les interviews qu'on veut. Ouais. Sur le premier numéro, on avait des idées un petit peu folles. On voulait faire un pop-up de stade, des choses comme ça. Mais on fait ça avec. Ouais, voilà. Et on a cette espèce de luxe qui est très rare dans les médias en général, de faire un petit peu ce qu'on veut. Avec cette liberté-là, c'est vraiment un plaisir, quoi. Donc ça, on est heureux de faire les cahiers du foot. Jérôme Latta, vous êtes un fervent pourfendeur dans l'arbitrage assisté par la vidéo. Le progrès fait-il peur? Est-ce que c'est un geste contre le réchauffement climatique et le tout automatisé au profit du retour du travail pour la classe ouvrière? Est-ce que vous êtes contre le transhumanisme? Alors, je tiens à dire que mon opposition à l'arbitrage vidéo n'est pas de la technophobie. Je suis entouré de technologie, j'aime beaucoup ça. Je dépense un peu d'argent, même des fois dedans, un peu trop.
si on pouvait mettre des capteurs sur les joueurs et sur le ballon pour juger du hors-jeu, bon, je dirais pourquoi pas. On a toujours été pour la goal line technologie, par exemple, avant que ça s'appelle comme ça, mais on commençait à en parler. On a dit pourquoi pas si c'est fiable. Alors voilà, bon après fiable, évidemment. Et instantané. Et rapide, oui. Voilà, donc non, c'est ni par technophobie ni par nostalgie. Enfin moi, je dois souvent me défendre un petit peu de travers nostalgique. Je pense pas être très la nostalgie, c'est pas très bonne conseillère. C'est très utile d'avoir connu le football d'avant. Parce qu'on peut connaître le football d'avant, c'est magique. Aujourd'hui, quand on est jeune, parce que vous allez sur Footballia ou des sites comme ça et vous regardez, vous pouvez vous dévorer beaucoup plus de matchs que les gens de l'époque pouvaient en regarder. Donc, c'est intéressant parce que ça permet de mieux comprendre les évolutions, enfin de mieux comprendre le football actuel parce qu'on est capable d'en saisir les évolutions. Mais non, c'est pas par technophobie là, ou par Et en même temps, du coup, Jérôme Latta, défendre les arbitres, n'est-ce pas pour autant entrer dans une logique de soutien à l'autorité réactionnaire face à des joueurs représentants du peuple, essayant d'implémenter une notion de jeu pour alléger le quotidien qui les tue? En résumé, Jérôme Latta, êtes-vous de droite? Alors c'est vrai que la question se pose, je préfère vachement ces questions-là que le test de tout à l'heure. France Culture, hein, c'est un autre niveau, non, évidemment. Non mais c'est intéressant parce que on touche à une contradiction parce que pour avoir rencontré, discuté avec pas mal d'arbitres, y compris parmi les plus détestés, ils ont un petit côté gendarme. Oui. Je pense que pour faire arbitre, il faut avoir un rapport un peu particulier à l'autorité, un certain goût de l'autorité. Je sais pas si c'est dans les formations, ça, si c'est réaction... Enfin, pour avoir été... C'est un truc qu'on a très tôt, même dans les divisions amateurs, pour vaguement taper le ballon un petit peu de mon côté, et je pense que ça encourage un rapport de force un peu malaisant, entre guillemets. Ce côté un peu... Non, je veux pas vous entendre, des choses comme ça. Je sais pas si c'est réactionnaire par rapport à des joueurs agressifs. Enfin, je veux dire, si c'est en réaction à des joueurs agressifs ou si c'est quelque chose qu'on met dans la formation de peur de pas pouvoir. Je pense qu'à la base, c'est un rapport, par nature un rapport d'autorité. Oui, il existe. Alors après, on n'arrête pas de leur dire, il faut être psychologue. Après, on leur dit, il faut qu'ils aient des décisions harmonisées. Il a manqué de psychologie. L'arbitre a manqué de psychologie. Et en même temps, on leur demande d'harmoniser leurs décisions, d'avoir toujours les mêmes décisions, les mêmes circulations, ce qui est complètement contradictoire avec l'idée d'être psychologue, c'est-à-dire de t'adapter au contexte du match, à la réaction du joueur, à tel joueur, etc. Donc je pense qu'il y a un rapport, il faut avoir un rapport avec l'autorité. Déjà, pour arbitrer, il faut aimer ça. Enfin, c'est un truc de... Eux, ils disent qu'ils sont pas maso, et quand ils en parlent, nous, franchement, l'interview qu'on avait faite on avait donc Laurent Cardona, arbitre de rugby, Sébastien Desiage, arbitre d'élite, et puis Sabine Bonin, arbitre semi-professionnel, mais qui a arbitré des professionnels, chez les femmes et chez les hommes. Ils sont authentiquement passionnés, ils sont émouvants quand ils se mettent à... Parce qu'ils peuvent pas en parler, en plus, la direction de l'arbitrage verrouille leur communication. Donc ils sont ravis d'en parler quand ils le peuvent, et ils sont vraiment passionnés. Donc quand on leur a demandé s'il fallait être un peu maso, ils disaient non, on aime vraiment ça, quoi. Et ils te racontent l'émotion, la préparation du match, l'entrée sur le terrain, la satisfaction quand tu as fait un bon match, et toute la souffrance qu'il y a quand tu te foires. Mais je pense que, effectivement, de toute façon, il faut avoir une forme de goût de l'autorité parce que c'est un exercice d'autorité. C'est un rapport de force. Oui, il y a un petit peu le rapport de force. Alors c'est vrai qu'on leur demande beaucoup d'être effectivement psychologue, d'avoir de la nuance, etc. Mais c'est hyper difficile. On demande à des mecs des arbitres d'être psychologues, d'être psychiatres quand ils affrontent des joueurs qui viennent leur hurler dessus. Vous l'avez taclé par derrière, mais pourquoi? Parce que à la base, votre père, vous avez des soucis avec lui, c'est ça? Non mais combien de fois on voit un mec qui vient de faire un tacle absolument dégueulasse et qui va quand même protester. C'est incroyable. Je joue le ballon, mais je joue. Oui. Et la rotule aussi, s'il te plaît. Non, oui, moi, rapidement, parce que Marcelin, petite carrière d'arbitrage. Petite carrière d'arbitrage de handball. J'ai été. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus, mais je voulais juste revenir sur les formations. Bon, c'est pas le même sport, c'est pas la même approche. On est deux, on se soutient mutuellement au handball, c'est pas la même chose, mais c'est vrai que déjà on est vachement dépendant du formateur, parce que les formateurs je sais pas en foot, mais les formateurs d'arbitrage sont des arbitres ratés, dans le sens où ils sont, je sais pas, on peut dire que la dame du CDI au collège était une prof ratée, puisque c'est un peu ça, quoi. Il y avait de la frustration, et du coup ça se répercutait sur la formation et sur la manière d'aborder un match, de parler à des joueurs. Et c'est vrai que moi j'ai toujours eu des formateurs qui me disaient que le joueur n'a pas à venir te parler. S'il te parle, tu l'envoies péter.
Donc il y a probablement un rapport extrêmement voilà, différent au handball et au foot aussi. Enfin, j'ai Mais l'impression comme au qu'il y a rugby. aucune contestation n'est tolérée. Bah, les décisions sont il y a exécutées beaucoup- quasiment immédiatement. Au rugby, t'as le micro. Au rugby, t'as le micro chez les pros. c'est pas le même rapport du temps. Il y a la aussi. sanction temporaire en plus avec le 2 minutes Oui, qui mais, permet d'instaurer mais une les espèce arbitres de hand parlent vachement aussi. Enfin, pas la même distance non plus. Pas la même Terrain distance beaucoup aussi. plus court. Mais par exemple, enfin, je sais pas si on peut s'en inspirer au foot, j'en sais rien, mais vu que en arbitrage de hand, moi j'ai arbitré quasiment, j'ai fait de la 3e division masculine, c'est les mêmes mecs qu'on retrouve, enfin tous les ans, on les retrouve au moins 3 fois quoi. Enfin, il y a la coupe, il y a la Coupe de France, il y a des matchs aller-retour, enfin on est sectorisé. Et ben au bout d'un moment, enfin au hand, moi je tutoyais les mecs quoi. Alors après au foot c'est pas la même chose, c'est le professionnel tout ça, mais même les arbitres de hand de haut niveau tutoient les joueurs quoi. Donc, je sais pas, c'est une question de... Certains, Sébastien Dossier, je nous avais raconté ce rapport de tutoiement ou de vouvoiement avec des joueurs qui voient depuis 10 ans. Mais pour revenir au problème un peu global, je pense que si on voulait réformer vraiment globalement l'arbitrage, il faudrait faire un travail de fond chez tout le monde. C'est-à-dire que c'est vrai que le problème de l'attitude des footballeurs, c'est inimaginable dans 100% des autres sports. Enfin, peut-être le football australien où ils se foutent sur la gueule. Je sais pas, je connais pas. L'arbitre risque en Marcel là. L'arbitre risque aussi sans doute sa vie en se mettant au milieu. Non. Il me semble qu'au catch, il y en a un qui catch, prend de temps en temps une chaise, un truc. Donc on pourrait vraiment changer les mentalités, la formation, même les manières d'arbitrer qu'en posant le problème de manière globale. Et on en est quand même très loin, quoi. Jérôme Latta, vous sortez un nouveau numéro de votre revue consacré à la croyance dans le football. Est-ce que c'est pour faire écho à Paulo Coelho qui disait « Une équipe qui n'a pas la foi fait perdre à son club un jeu victorieux ». Je me prononcerai pas. Alors, est-ce que c'est encore l'écrivain préféré des footballeurs? Il y a une dizaine d'années, ils lisaient tous Paulo Coelho, quoi. Après Ben Arfa a changé. Il a parlé de Nietzsche, un peu de Socrate. Il a relevé la barre. Il a relevé la barre. C'est une question qui n'attendait pas vraiment. Je pense qu'ils lisent beaucoup les évangiles et le Coran, etc. Les textes saints. Puisqu'on voit Giroud dans l'avion avec la vie de Jésus. Là-dessus, et là c'est vrai que le dossier était hyper intéressant, c'est que j'avais jamais percuté par rapport à Giroud, même s'il y avait cette photo où il lisait la Bible et tout, mais j'avais jamais percuté que le mec était autant croyant et tout, il a jamais eu un cas, enfin on va se compléter sur la carrière. À Montpellier, il croyait en Nicolas. Il a jamais exprimé en tout cas en célébration. En fait si, quand tu lis l'article, ça te parle à chaque fois il montre le ciel et tout, mais c'est vrai que tu sais jamais s'il salue. Voilà, ça il l'a fait. C'est une imitation, quelque chose. Il l'a fait tardivement, c'est parce que j'ai pas de souvenir de lui. Peut-être qu'il le faisait, mais j'ai pas de souvenir de lui faisant ça. Et c'est quelque part, c'est intéressant aussi parce que finalement, un mec qui pointe le ciel, c'est devenu tellement banal. Oui, non, mais c'est ça. C'est des gestes. Bon, voilà. Oui, on se dit, c'est son papa qui est mort. Oui, ou alors c'est juste, il aime bien le ciel, quoi. Alors que les gens morts sont pas dans le ciel, ils sont sous terre. Alors attendez, parce que là on va créer un clivage, on va pas. C'est maintenant qu'on dit pour le Père Noël aussi. Oula. Enfin, dernière question, Jérôme Latta. Les cahiers du cinéma sont à vendre. Est-ce que ça vous intéresse de les racheter pour créer un monopole cahiétistique? Ce serait une idée, parce que à la base, quand on avait cherché le nom du journal, c'est un hommage. C'était une inspiration. On pensait pas que ça allait si loin, On aurait peut-être pris un nom plus original. Mais il y avait un nom qu'on aimait bien, mais donc il avait été déjà pris puisque c'était une des inspirations principales. C'était Guadalajara, mais il y a que les plus de 45 ans qui ont connu. C'était dans les années 80, fin années 80, plutôt début années 90 d'ailleurs. Qui était un mensuel, qui était très sympa, assez drôle, et qui est un peu, on l'a un peu oublié parce qu'il n'y avait pas Internet, donc pas de traces sur Internet aujourd'hui, mais voilà. En même temps, en termes de référencement, Guadalajara, sur le football, on n'y est pas, quoi. Les cahiers du football, il y a les termes clés, la SEO, tout ça, on est bien. Hein. Ouais, donc les cahiers du cinéma, pourquoi pas. C'est le Godard. On avait hésité à faire, on avait hésité, parce qu'en fait, on était 3 collègues, on travaillait tous les 3 à la Fnac Montparnasse, pour tout dire, on était vendeurs de disques. Pas très loin d'ici. Et vous étiez au rayon heavy metal, Jérôme Non, j'ai été plutôt à l'électro, moi, le plus longtemps que j'ai testé à l'électro. Mais on s'est connus en pop. Ok. Pop rock, voilà. À mi-chemin. La croisée des chemins, c'est exactement. Et
en fait, l'un de nous s'était formé au HTML, donc était en mesure de créer un site internet. On s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et on a hésité entre faire un site musical et un site de football. Et alors le site musical, on s'est tout de suite rendu compte, moi j'écoutais du métal, l'autre il écoutait Bowie, Elliott Smith, et le troisième il écoutait Bob Dylan. On s'est dit non, on va pas faire un site musical. On était plus d'accord sur le foot. D'accord, bah écoutez, merci pour cette interview. Cette interview, j'ai encore des trucs à confesser, quoi. Là, ouais, mais on a encore quelques questions pour vous, Jérôme. Pas mal, même. Jérôme Latta, est-ce que vous connaissez le site topjournaliste.com? Ah, mais c'est pas le... Ah ouais, non mais je vois ce que c'est, mais il est encore en ligne. Bah, en fait, très gênant. Ouais, on a fait une petite recherche cet après-midi sur Jérôme Latta, voir un petit peu. Et on est tombé sur et c'est la première fois que je tombais là-dessus, c'est topjournaliste.com, le site où on peut noter les journalistes. Ouais, mais je crois que c'est... Mais ça existe très longtemps, et ça existe encore. Qu'il est encore en ligne. Est-ce que Fred Hermel est premier? Non, alors le Real Madrid est premier. Alors on va spoiler immédiatement, Fred Hermel n'est pas dans la base de données, malheureusement. Top journaliste. Mais du coup, Jérôme Latta, on s'est renseigné un petit peu sur vous, et voici votre bulletin de notes, Jérôme Latta. Maîtrise du sujet, 2,77 sur 5. Expression française, 2,75 sur 5. C'est-à-dire, alors en vrai, bon, ça va, depuis ce soir. Des notes sur 5 comme sur hors-jeu, je me méfierais. Exactitude de l'info rapportée, 2,7 sur 5. Bah, ouais, j'ai 2,7 quoi en fait. Quoi. Ouais, alors, présentation du sujet, 2,65. Politesse, respect, 2,55. Alors, bon, on vous trouve plutôt respectueux ce soir. J'étais bien élevé. Hein, Investigation, 2,54 sur 5. Bah, c'est un peu les limites des cahiers du foot, c'est le temps, tout ça. Pertinence de l'analyse, alors là c'est dur, 2,47 sur 5. Ouais, je passe sous la moyenne. Alors là, voilà, la primeur de l'info, 1,84 sur 5, Jérôme, faut bosser les scoops. Faut aller faire un stade de foot mercato, faut faire un truc, Audi Sport, enfin, faut travailler. Mais je comprends pas comment ce truc existe encore, ça a au moins 10 ans. Ah, mais de toute façon, quand on voit le design du truc, on comprend que ça a été... Voilà, c'est une moyenne générale de 2,53 sur 5, ce qui est bien, enfin voilà, c'est très moyen. Mais, on a fait nos petites comparaisons avec des collègues de la presse sportive par rapport à vous, Pierre Ménès, il est à qui à l'époque était au sommet de sa notoriété et de sa crédibilité. 2,35 sur 5, c'est-à-dire derrière vous de Maigère. Pascal Pro, 2,3. Daniel Riolo, 2,5. Hervé Matou, 2,22. Vincent Duluc, le meilleur d'entre eux, 2,49. Estelle Denis, 1,79 et Marie Portolano 1,81. C'est-à-dire que il y a un vague sexisme. Globalement, on vous a pas trouvé de journalistes sportifs mieux classés que vous. Ah bah cependant, mais il est très bien ce classement. Cependant, Jérôme, il reste des progrès à faire puisque Natacha Polony est à 2,55. Que Laurence Ferrari est à 3,03. What? Quoi? Qu'Edoui Plumel est à 3,07. Que Fabrice Arfi est à 3,44. Mais il continue à être alimenté alors en fait ce site. Éric Zemmour est à 3,48 et Yvan Rioufol est à 3,59. Éric Zemmour est journaliste déjà. Voilà autre chose. C'est un site d'extrême droite. Ce qui n'empêche pas du coup parce que après on scrolle encore un peu et là on tombe sur les commentaires des gens qui notent sur le journaliste en question. Donc Jérôme, vous avez quelques commentaires. Alors, bon spécialiste devrait remplacer Grégoire Margoton. Voilà. D'accord. D'ailleurs, Margoton, je l'ai pas noté, mais il avait une super seule note. Il est à 1,9, je crois. Voilà. Carrément commentateur des matchs de l'équipe de France. Monsieur Latta devrait se contenter de parler de foot ou des voitures des joueurs qui sont des modèles d'écologie et se demander pourquoi les émissions qui parlent du Paris-Dakar ont un tel succès sur les chaînes publiques. Oh, le Camoulox. Je crois que vous avez un petit contentieux avec les supporters du Paris-Dakar puisqu'on enchaîne avec un grand comics spécialiste de foot qui tape sur le Dakar dans la rubrique Formule 1 du monde. S'est-il posé une fois la question du bilan CO2 de l'ensemble des matchs de foot en France sur une année? C'est de la folie qu'un tel ahuri puisse déverser sa haine dans les colonnes du monde. Il y a un an, vous avez un peu tapé sur le Paris-Dakar, non? Absolument, ouais. Parce que qui s'appelle d'ailleurs maintenant plus que le Dakar, oui. Ouais, Dakar. Et qui se passe toujours en Amérique du Sud. Qui se passe toujours. Cette année, c'était uniquement au Pérou d'ailleurs. C'est la première fois qu'il se passait sur un seul pays. Il traversait même plus les frontières. C'était un petit contentieux. Depuis un an, j'écris des chroniques pour le site du Monde tous les 15 jours. Et au départ, il était question que j'aborde d'autres sports que le football. D'accord. Et donc c'est une des premières chroniques que j'ai faites, c'était sur le Paris-Dakar, et après j'ai écrit sur le football. Ils sont violents, les mecs du moteur, ils sont souvent un peu... Mais surtout, l'article a été publié effectivement dans la rubrique auto, quoi. Ouais. Donc je me suis retrouvé vraiment en terrain. C'est-à-dire que je comprends très bien. Forcément, le gars d'après Auto Plus, il est un peu... J'ai gardé le pire commentaire pour la fin. Alors je les ai pas tous notés, mais le pire était indisputablement celui-ci. Un sous Pierre Ménès.
Voilà. Entre 4 mots, pas une soupière Ménès, mais un soupir Ménès. Ah non, parce que j'allais dire que le pire, ça allait être forcément un jugement de Pierre Ménès, qui en a fait quelques-uns. Il ne désignait pas, mais l'ensemble des Quai du Foot comme branquignol élitiste qu'on a adopté. Vous avez parlé de ça comme ça? Il avait dit. Dans quelles circonstances? Ouais, dans quelles circonstances? Je sais pas. Parce qu'il a tendance plutôt à pas rien dire. Non, alors je suis pas d'accord. Alors autant il y en a qu'on a critiqué régulièrement, qui prennent bien soin de rien dire, sauf quand ils craquent un petit peu. C'est Vincent Duluc. Ouais. Et par contre, Pierre Ménès, non, il peut pas se retenir, quoi. Donc il nous fait de la pub. Ouais. Oui, bah oui. Donc on est assez content, quoi. Mais chaque sortie de Pierre Ménès, on est hyper content. Il a pas de filtre, Pierrot. Oui, non, et il est pas sexiste. Il est en roue libre. Il est pas sexiste. Surtout, il est pas la preuve, il a fait une émission avec très des femmes. Et voilà. Il est surtout pas très prudent. Voilà. Oui, exprime là-dessus. On avait, du coup, on avait aussi demandé aux gens un peu sur Twitter si jamais ils avaient des questions pour Jérôme Lata. Et là, c'est le moment où ça va. Voilà, c'est la fin de cette interview. Hein, et donc on a quelques questions. Alors je les ai pas toutes. Je suis désolé pour les gens qui nous suivent et tout, parce qu'à un moment je suis parti chez le coiffeur, tout ça, j'ai pas eu le temps de tout noter. C'est vrai que t'as bien. Merci. Pas mal. Bah écoutez, avenue du Père-Lachaise dans le 20e arrondissement, je peux auquel cas, voilà. On a Monsieur Mehdi sur Twitter qui nous demandait si on contracte habilement la Mindiata, ça fait Lata. Hasard ou coïncidence? Coïncidence, très bien. Non, attends, merde. Ça n'a aucun rapport. Kamehameha qui nous demandait, en vrai, il est sympa, Pascal Pro? Alors, je ne l'ai croisé qu'à une seule reprise, et c'était pour une invitation totalement improbable à On refait le match, je crois. On refait le match. Ouais, tout à fait. Et non, mais c'est avant qu'ils prennent les pleines possessions de cette émission. Ouais, c'était encore animé par Sacomano. C'était très intéressant sur le plan ethnographique. Ils m'ont jamais. Ils vous ont jamais rappelé. C'est comme quand j'ai fait 13h foot avec Pascal Pro. Jamais on m'a rappelé. Moi, ouais, c'était. Après, alors, quelques années plus tard, j'ai fait une émission sur Europe 1 Sport, qui était une radio internet avec. Ah bah tiens, c'est marrant. Bah c'était tout. Avec... Non, c'était Bruno Roger Petit, voilà. Oui. Et qui quel casting. Voilà. Et j'étais venu. Elle était pas mal cette émission. Et j'étais revenu plusieurs fois. Il dit la seule émission qui a réinvité plusieurs fois Jérôme Lata, mais ça a fini. Il m'a viré salement sur ordre de son chef parce que son chef a découvert ce qu'on avait écrit sur Denis Balbir. Un destin à la Marion Edalo, c'est terrible. Ouais. En parlant de Denis Balbir, un petit mot pour Denis Balbir, nous demande Johnny Creuse peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs. Non, moi la paix est revenue dans mon cœur depuis que je me suis converti au bouddhisme. Franchement, c'est loin. Ça a été très, quand même, ça a été très drôle. C'était quand même un peu jubilatoire. On bouclait notre premier numéro et donc on faisait une nuit blanche pour faire les derniers trucs. Et je regarde Twitter à un moment et c'est là où je vois que Denis Balbir sa sortie sur les Allemands, voilà, etc. Et on s'est dit, d'accord, voilà. C'était oui. Avant le foot, les commentatrices féminines, c'était. Voilà, ce sont des rapages, j'allais dire des rapages vocaux, mais c'est. C'était en ça n'a rien à voir. C'est bon, PD c'est pas une insulte. Plus mon papa il est mort. C'est PD c'est pas homophobe, ok, c'est bon, ça va. Mon père est mort en plus. C'est vrai qu'on a pris ça comme un signe un petit peu. Un certain The Spooner. Qui nous demande à quand les posters et les fiches de joueurs à détacher dans les cahiers du foot. Je pense qu'il y a une rétribution. Mais non, je suis pas très content vis-à-vis de lui parce qu'il est en train de révéler une des idées qu'on a dans les cartons, quoi. Donc, bah bravo, tu écriras pas pour le prochain numéro, Spooner. Voilà, tu seras obligé de revenir sur un jeu. Cartes détachables. Non, en fait, on voulait le faire pour le premier numéro, c'est-à-dire comme c'était un dossier sur la beauté, on voulait proposer une trentaine de vignettes de joueurs et chacun aurait composé sa plus belle équipe, en fait, sa belle équipe. Oui. Quoi. Puis après, on a demandé des devis et on s'est dit non. On attendra d'avoir un peu de trésorerie. Alors ça c'est, je te coupe parce que je sais pas comment ça va. Tu me recoupes encore une fois et t'es viré. Pardon, désolé. Non, parce que je sais pas où on est d'un point de vue cartographique sur l'interview, mais vers la fin, promis. Non, mais c'est bien. Mais c'est en effet un très bel objet et pour avoir un petit peu un nez dans tout ce qui est fabrication, tout ça machin, ça coûte cher faire un tel bel objet comme ça avec un beau papier bien épais auquel on voit pas au travers et machin. Comment vous l'avez d'un point de vue économique, c'était quoi le business plan du. Alors en fait, on avait des économies. Des petits ronds de côté. Voilà. Ouais. La société avait des économies, c'est quand même pas les nôtres. Et puis surtout, on a lancé la campagne de crowdfunding qui a bien marché et qui nous a permis de renforcer un petit peu la trésorerie, donc d'avoir de la visibilité sur au moins 3 numéros. Et donc là, on a sur un petit peu plus maintenant.
Et voilà, les coûts de fabrication, c'est ce qui correspond à cette qualité de papier, d'impression, etc. Donc voilà, ça coûte relativement cher. Après, on n'a pas un tirage démentiel, on tire à 5000 exemplaires. Et un prix qui correspond à l'objet en plus, donc... Ouais. Je dis pas que ça peut être trop cher, hein, pas loin de moi. Non, je pense que c'est un prix tout à fait juste. Ça me semble honnête, ouais. Non. Oui, donc voilà, après, il y a des postes sur lesquels on économise. Nous, on se paye pas. Le comité de rédaction, on fait ça bénévolement. Donc on n'a pas de locaux, on n'a pas de charges très importantes. Donc ça permet d'investir dans le produit, entre guillemets. Mais est-ce que c'est... Je vais poser un truc, je connais à peu près la réponse, mais est-ce qu'à un moment, vous avez l'idée saugrenue et un peu folle d'en vivre ? Très franchement, non, moi j'en suis revenu. C'était l'idée à la base des cahiers du foot version papier ? On s'est longtemps dit que... oui, ça aurait été quand même pas mal. Alors on a payé 2 salaires à l'époque du mensuel, par exemple, pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans. Ce qui fait pas mal déjà. Ce qui est déjà pas mal. Mais après, la pérennité économique de ce genre de projet, elle est très incertaine. On a eu des espoirs à différentes époques. Moi, aujourd'hui, j'en suis quand même pas mal revenu, donc, mais on n'est jamais à l'abri d'un coup de bol. Donc, si le succès était foudroyant, que les ventes progressaient, qu'on trouvait d'autres moyens de financement, je sais pas. Donc, c'est pas exclu, mais on sait que l'horizon, il est pas très lointain, mais l'horizon de chaque numéro, de chaque prochain numéro, c'est déjà super chouette à assumer. Franchement, je pense pas qu'il y ait de modèle économique pour un truc comme ça. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, c'est un bon cycle là, donc avoir un crowdfunding, quelques numéros de visibilité, peut-être rebasculer sur un futur crowdfunding pour 3-4 numéros de plus, j'imagine. Ouais. Le premier numéro à 2,99€ avec le petit carré du ballon. Et je connais des gens qui font ça, qui nous hébergent, donc je vois un peu près le truc. Donc, ok, d'accord. Donc, ça sera un peu l'idée de continuer sur ce rythme-là et de pouvoir être pérenne, machin. Alors pérenne, je sais pas, parce que... Non, on va pas s'arrêter à 3 numéros, ça c'est sûr. Mais on décidera peut-être à un moment de dire, tiens, on va s'arrêter à tant de numéros. D'accord. Parce que on aura peut-être pas fait le tour, mais on aura sur les étagères des bibliothèques des gens, on aura, je sais pas, 20 cm de largeur. Ouais. 20 cm, c'est pas mal. Je dis plus rien. Question de Josep. Alors Josep, il a 3 questions. Donc on prend les numéros les uns après les autres sans se poser de questions. Tout à fait. Regarde devant et regarde derrière. Josep a 3 questions, donc je vous autorise à en choisir une sur les 3 parce que voilà. La théorie des cordes est-elle viable ? Ou alors, combien de temps va durer le mouvement des gilets jaunes ? Ou alors, ça va sinon ? Ça va, ouais. Et enfin, Pierre qui nous dit: vous avez créé les cahiers du foot en décembre 97 avec Clément Jumeau, Curtis Midfield, qui ne sont plus là aujourd'hui. Si, ils sont toujours parmi nous, Dieu merci. Oui, oui. Voilà. Est-ce parce que vous ne supportez pas de partager le pouvoir, parce que vous êtes un monument d'aigreur caché derrière un costume de Bobo Coco et vous finirez seul parce que vous êtes méchant, pas comme Pierre Ménès qui est adulé par des millions de Français. C'était du Pierre Ménès. Oui, c'était pas une vraie question. D'accord. C'est un tweet qu'on a retrouvé de Pierre Ménès qui était... Non, moi j'aime bien répondre sérieusement aux questions comme ça. Alors, non, je suis pas trop autocrate, et puis comme je disais, c'est un truc qu'on est obligé de faire collectivement et qu'on fait avec des gens avec qui on s'entend bien et qu'on aime bien, donc c'est quand même très collégial. Moi, même si je prends les décisions à la fin, officiellement. Tu m'as cassé ma vanne. Pardon, excusez-moi. Ah merde, j'ai dans le timing et tout, quoi. Ouais, je suis désolé. Non, c'est comme dans le sketch des inconnus sur le... Est-ce qu'il y a un leader dans le groupe ? Ouais. Non, je vois très bien. On est rentré en scission. Non, mais blague à part, un fonctionnement très, très collégial. Le truc, c'est que moi, je suis aussi gérant, donc chef d'entreprise. Ah oui, voilà. Donc, et que les autres ont des vrais boulots. Donc, je suis plus à temps plein que les autres. Voilà. C'est un gros mi-temps, quoi, les cahiers du foot aujourd'hui. C'est comment ça se passe en termes de temps C'est vrai ça, qu'est-ce que c'est quoi le temps ça te prend à gérer? J'ai pas fini de rentrer mes temps dans le logiciel Cégide. Je ne peux pas vous répondre pour le moment. Je sais pas, le gros problème c'est que c'est permanent, c'est que tu en fais en permanence, quoi. Tu peux le soir, le week-end, etc. J'ai du mal à cloisonner, ce serait peut-être mieux pour ma santé mentale et pour ma vie familiale. Mais non, c'est comme ça. Merci Jérôme de vous être prêté à ce jeu de la longue interview, puisqu'elle était assez longue, et du coup on va passer à la rubrique suivante, la rubrique culture. La
Oui, culture avec une double apparition ce soir. Nous avons 2 personnes qui se disputent la page culture, mais on va commencer par l'habituel, le champion de l'étape, Marcelin. Albert, vous avez envie de nous parler alors, vous avez envie de péter des trucs là, et vous avez envie de nous parler de littérature. Enfin, envie, j'en sais rien, mais bon, je suis bien obligé de lire des bouquins. Ouais. Non, mais en fait, je vais juste parler rapidement, puisqu'après je laisse la place à l'autre culture, la culture des jeux vidéo. Enfin, la culture des jeux vidéo. Tu vas enlever ces guillemets immédiatement. Voilà. Non, du coup, on parle de Dieu, on parle de la religion. Alors, je me suis dit que j'allais parler de 3 livres très rapidement. Très bien. Voilà, la biographie de Dieu, pour s'inspirer du droit chemin, ça s'appelle Maradona, c'est paru en... J'ai vraiment cru que le mec allait nous parler de la Bible. Oui, aussi. Alors c'est pas la biographie de Dieu. Non, c'est vrai, en plus ça correspond pas, mais... Plutôt la biographie de son... Il y a le préquel et le séquel. Ouais, de son fils. De son fils et de ses copains. Enfin, son fils qui est normalement aussi Dieu, mais enfin bon, ça dépend les religions. Aussi Dieu, parfois vicieux. Ah, c'est un merdier. Non, mais je suis d'accord, c'est un merdier. C'est un merdier, bon, et parfois il est léger bridé, parfois pas, enfin bon, c'est... Voilà. Bref, donc Maradona, c'est Hugo Sport. Alors moi je l'ai pas lu. D'accord. Voilà. C'est... mais on m'a dit... le chef vous en on dirait un vrai chroniqueur télé. Ouais, je l'ai pas lu, mais on m'a dit bien. Apparemment, c'est vachement bien. Ouais, non, mais le chef vous en fera un ramequin, vous ferez une idée. Donc c'est paru en 2010, c'est Alexandre Juillard qui l'a écrit. Donc Hugo Sport fait des livres de sport pas trop dégueu, donc voilà. Après bon, là je vais vous parler de la Bible. La Bible, pour bien parler de foot à ses ouailles, c'est la traduction du livre mythique La Pyramide Inversée. Ah oui. De Jonathan Wilson, qui est paru l'année dernière chez Hachette. Alors lui, je l'ai lu. Enfin, je l'ai lu. Vous l'avez regardé? Ouais, enfin, si, je l'ai lu en entier. Super intéressant. Alors bon, c'est une traduction qui est pas forcément toujours au poil, donc c'est un peu le style s'en ressent un peu. Après bon, c'est pas censé être un roman passionnant non plus, hein, mais c'est super bien foutu. Surtout, il y a évidemment ceux qui aiment bien lire les livres sur l'histoire du foot, enfin sur le foot en général. Je pense aussi au livre de Michael Correa, pardon, qui est très bien. Mais bon, quand on en lit plusieurs, du coup, à cause de vous, à cause du podcast, moi je lis plusieurs fois le livre de foot, voilà. Et en fait, c'est votre mission, chemin de croix. Il y a une redondance. Chemin de croix. Dieu. Ouais, oui. Mais attendez. C'est un signe de croix du coup. Donc non mais voilà, enfin il y a la redondance des premiers chapitres avec l'Écosse, les étudiants anglais qui se foutent sur la gueule, et puis après on décide que c'est quand même un peu dangereux. Enfin bon, ça c'est un peu. Mais à la fin c'est vraiment c'est hyper intéressant. C'est pas full tactique donc la pyramide inversée. Parce que moi je l'avais classé dans la catégorie. Je l'ai eu. Mais c'est bien fait dans le sens où c'est de la bonne vulgarisation. C'est-à-dire que on vous explique la tactique comme si vous étiez un demeuré, et c'est bien expliqué. Donc non, c'est pas très long. Un peu comme comment regarder un match de foot. Voilà, le livre des managers. Mais très bon placement produit. Bravo Luc. Il est mieux. On sera bien payé, bravo Luc. Les managers? Non, il est mieux. Merdez-vous. Voilà, et enfin, évidemment, l'Évangile selon Saint-Aimé, voilà, Ma vie pour une étoile, reparu en 2018 à l'occasion de la 2e étoile, avec un chapitre supplémentaire. Donc voilà, livre mythique et... Deux. Bah, deux. Voilà, mais moi, j'ai cru que t'allais me dire de Grégory Le Marchal, donc dis-moi pour de vrai. C'est Grégory Le Marchal qui l'a écrit. Non, c'est Aimé Jacquet. Aimé Jacquet, vous avez essayé d'avoir en interview, non? Si je dis pas de bêtises, mais qui ne parle plus à personne. J'ai un SMS. Et qui ne veut plus parler. J'ai un SMS d'Aimé Jacquet qui refuse notre demande. Et qui refuse toute demande médiatique? Ouais. C'est terminé, quoi. Ouais, moi j'avais un petit espoir parce que j'ai pas manqué de lui glisser que, entre guillemets, on avait été les seuls à le défendre en 98. Je fais un peu fait vibrer la corde stéphanoise. Et puis comme dans le premier numéro, on a publié des extraits des carnets d'Albert Batteux, qui a été son mentor, forcément, intéressant. Qui est un grand tacticien, entraîneur de Saint-Etienne quand Aimé Jacquet y était. Donc voilà. Mais non.
Et c'est, tu sais un petit peu pourquoi ou pas du tout? Il s'est senti un petit peu trahi parce qu'on lui a fait dire ou des choses comme ça? Ouais, je crois qu'il a des bonnes relations avec certains journalistes, donc je pense pas que ce soit... Non, c'est un choix qu'il a fait et il s'y est tenu. On le connaît un petit peu, c'est un mec assez droit et du genre... C'est pas comme les mecs qui disent bah, je quitte Twitter, c'est fini. Attention, je fais du drame, hein, parce que là je suis toujours en pause de Twitter, ok? Je vous mets un tweet pour dire que je suis toujours en pause de Twitter, ok? Et je reviendrai pas d'ici demain. 10 minutes. Ouais. On aimerait bien, ouais. D'accord. Et ça, tu travailles encore là-dessus? Non. Tu le laisses reposer. Il faut chercher une autre approche. Il faut aller à Sales. Roger Lemaire. Roger Lemaire est dispo par contre. Roger Lemaire et Jacques Santini sont dispo. Roger Lemaire est encore vivant? Oui. Oh, jusqu'à preuve du contraire. C'est vrai qu'il est champion d'Europe. Il a disparu. Il est très discret. Bah, il avait pas le rayonnement de. Il avait pas l'accent. Il avait pas l'accent du Forez. Il avait pris la Tunisie après, non? Oui, il a eu un parcours un peu chaotique derrière, mais. Bon, cher Fidalbion, vous vouliez nous parler un petit peu de jeux vidéo justement, parce que c'est votre spécialité en cette période de mercato d'hiver qui vient de se terminer. Un jeu où peut-être on peut jouer un petit peu à faire des transferts, à faire des tactiques, à faire des choses. Alors bravo pour cette connexion parce qu'elle était pas évidente et que mon retard habituel, ceux qui me lisent habituellement sur la Gunners Academy savent que j'ai un timing tout particulier, très personnel. Beaucoup de recul, beaucoup de contenu à froid bien entendu, donc je voulais vous parler, ça fait un petit moment que je voulais vous parler de l'édition 2019 de l'excellent Football Manager, série monumentale du studio anglais Sports Interactive qui existe maintenant depuis bien 20 ans, puisque ça existait sous un autre nom avant, POC. Toujours pas moi. Non, c'est... série qui fait partie des genres des... Je crois que j'ai débranché mon casque, c'est pas grave. Qui fait partie des grands jeux PC qui existent à l'heure actuelle et des best-sellers chaque année. Et qui sort donc comme un peu FIFA et PES de manière annuelle. Et en fait, il se trouve que l'édition 2019 a fait suite à une édition 2018 qui était déjà particulièrement ambitieuse. Alors forcément, quand on sort des jeux comme ça, en particulier sur le foot, quand on a des licences annualisées comme ça, on s'attend pas à grand chose chaque année, à pas beaucoup de changements, si ce n'est des mises à jour des effectifs, des choses comme ça. Un peu comme a été FIFA cette année, du coup. Oui, ou FIFA depuis un moment, mais jouer à PES c'est mieux. Et donc Football Manager avait pris le parti bien souvent de faire une année assez importante en termes de remise à plat, d'apport de nouvelles features, etc. Et une année un petit peu plus calme avec beaucoup de petits ajustements. Là, il nous enchaîne quand même deux grosses années. L'année dernière, il y avait eu une refonte complète alors pour ceux qui connaissent, donc je vais repasser très très vite en 2 phrases. Football Manager, c'est quoi? Football Manager, c'est un jeu de gestion qui ressemble à un énorme Excel avec plein de mots et de chiffres partout et qui vous place en fait tout à fait dans la peau d'un entraîneur ou d'un manager. Un design moins austère qu'une grille Excel quand même. Bien entendu. Mais ne vous attendez pas à FIFA, c'est vraiment quelque chose avec beaucoup de données chiffrées, etc. Mais c'est passionnant, qui vous met dans la peau d'un coach ou d'un entraîneur suivant le statut que vous aurez dans le club où vous allez œuvrer, et donc au sein de ce club, voilà, vous allez avoir différentes tâches, vous chargez, et au fur et à mesure des années, le jeu s'est étoffé, donc vous pouvez vous charger du recrutement, de la gestion des entraînements, de la tactique en match, des causeries, de plein de choses, de la gestion des transferts, bien entendu, voilà, pour faire la connexion avec ce que tu disais. Bref, tout le prisme des tâches qui peuvent être attachées à un coach, ça c'est pour le résumé, et donc... Il y a un côté un petit peu jeu de rôle aussi, parce qu'il faut répondre à des interviews, il faut répondre à des sollicitations de sa direction, etc. C'est clairement un jeu de rôle. Ça me fait penser parce qu'il y a des lignes de dialogue un peu de temps en temps qu'il faut choisir. Il y a des... pas hyper marrant non plus, quoi. Non. Ah, d'accord. Oula, pardon. Ah, bah c'est la fin. Il a été étonnamment calme, ceci dit. Commence seulement là. C'est une émission sérieuse, là. On va inviter tout ça. Il a été étonnamment calme. Donc oui, bien sûr, il y a une dimension. De toute façon, il faut savoir que voilà, Football Manager globalement, énormément de gens le jouent, donc soit pour le challenge avec un tout petit club, etc. Ou alors le rêve, ce que tu projettes dans Football Manager, c'est évidemment, bah voilà, tu vas t'improviser coach de Saint-Etienne et tu vas prendre ton équipe et la faire monter au plus haut niveau. Tu vas essayer de trouver des petites pépites Emery à la place de Emery, quoi. Exactement. Tu vas prendre, moi pour ma part d'habitude, ce que je fais, c'est que je me mets en tant que coach et je prends Arsène Wenger comme directeur sportif parce que quand même il faut avoir du respect. Voilà. Donc évidemment voilà. Wenger comme subalterne, quoi.
Bah, je peux pas complètement le virer. À l'époque, j'avais du mal à le virer parce que forcément, quand t'arrives en tant que coach, tu prends sa place. Donc, ça me faisait mal au cœur. Alors, je le gardais en tant que directeur sportif. Bref, tout ça pour dire que l'année dernière, il y avait, on a enchaîné donc deux grosses éditions. L'édition 2018 avait été assez massive puisqu'elle avait, elle avait remis à plat pas mal de choses, notamment un centre des transferts et un centre des blessures, tout avait été centralisé, c'était extrêmement pratique. Et cette année, deuxième grosse édition avec des ajouts assez massifs. Un des premiers ajouts auxquels je pense, c'était un truc hyper intéressant qui s'appelle la dynamique de groupe et qui retranscrit en fait finalement la dynamique d'un vestiaire dans le jeu. Donc on va avoir. Ça c'est l'effet des champs, non? Ils se sont inspirés directement. Probablement. Enfin compris que voilà, que c'était pas. Probablement. Et c'est assez cool parce que donc ça se symbolise par plusieurs écrans, dont un qui est finalement une pyramide avec une hiérarchie, avec des leaders, souvent ceux qui sont les anciens joueurs ou ceux qui pèsent le plus lourd dans le vestiaire, etc. De par leur expérience, je suis sûr qu'à l'OM il est tout en haut. Je suis sûr. Ah, celui qui pèse le plus lourd, ça c'est. Ah oui, non mais je vois, pardon, excusez-moi, j'étais passé à côté de la vanne. C'est le running gag de ce gros chat. J'en ai fait. Donc ça restera dire voilà sous une forme de pyramidale. Puis après on va avoir des groupes d'influence. Donc par exemple dans le cas moi par exemple je joue avec Arsenal, il y a des groupes d'amis. Bien entendu. Le point, bonjour. On a par exemple des groupes d'amis. Donc moi par exemple j'ai les anciens de Dortmund. Donc on a Mkhitaryan, Aubameyang, etc. L'amicale des anciens de Dortmund et Socrates qui sont proches, etc. Alors ça c'est hyper intéressant parce que non seulement ça retranscrit une réalité, mais en plus ça te permet d'approcher le jeu différemment parce que Football Manager était connu pour bonjour, j'ai 200 millions de transferts, je vais brutaliser tout, je vais virer des joueurs, etc. qui avait un côté forcément pas du tout réaliste. Là quand tu vas virer un joueur, moi par exemple je me suis retrouvé dans la merde l'année dernière, enfin cette année pardon, au moment de virer je ne sais plus qui, mais genre voilà pour faire l'idée, bon si tu veux virer Theo Walcott à un moment, bah t'es un peu couillon parce que bon là il est plus là, mais t'es un peu couillon parce qu'il pèse dans le vestiaire, il est là depuis 10 ans, etc. mais t'en veux plus, mais par contre si tu l'enlèves, et bah ça va foutre la merde, les autres vont être déstabilisés, etc. Ça c'était super intéressant et c'est vraiment un bel ajout. Ils ont revu complètement la tactique et ça fera plaisir, et je pense qu'ils le savent déjà à nos amis des managers, mais ils ont remodernisé la tactique, c'est-à-dire que maintenant t'as du gegenpressing. Alors le gegenpressing il y est depuis des lustres, ils adorent ça. Je crois que c'était Philippe Gargoff qui est vraiment des managers, mais qui en parlait et qui s'amusait du coup à tester des tactiques improbables dans le 2-7-1, voir comment ça marche. Ne pas confondre avec le gegenpressing très présent en Algérie. Voilà. C'était inévitable. Voilà. Et donc sur le podcast d'à côté, je crois. Et donc là par exemple la remise à plat tactique a permis de maintenant mettre des consignes à la fois quand tu as le ballon, quand tu ne l'as pas, ou quand tu es en jeu de transition. Quand tu ne l'as pas. Quand tu ne l'as pas. Je sais pas pourquoi c'est la fin, mais je pense que c'est la fin, on lâche les vannes. Là, tout le monde attendait ta chronique. Voilà la sous-culture, le jeu vidéo, voilà, bravo les clichés les amis. Donc voilà, c'est très très cool. Ils ont revu complètement l'interface. Il y a un côté, donc comme on le disait, un petit peu effrayant de Football Manager qui a été gommé parce que l'interface est beaucoup plus accueillante et parce qu'il y a toute une série de tutoriels vachement bien foutus qui te permettent de découvrir les features petit à petit. Et enfin, pour finir, je dirais qu'ils ont revu complètement le système d'entraînement pareil pour correspondre à quelque chose qui est vraiment très très cohérent et réaliste. Avec maintenant, tu peux créer des groupes de techniques, c'est-à-dire que tu vas faire travailler tes défenseurs, tu vas travailler tes milieux, tu vas prendre des mecs pour travailler les ailes, etc. Donc, Football Manager, ça fait très longtemps que c'est sorti, ça fait au moins 4 mois. C'est très très bien, ça coûte pas forcément cher, ça va vous aspirer des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures de votre vie, soyez-en de couple, voilà, j'allais dire, soyez-en conscient, surtout si vous êtes en couple, c'est très très important, mais c'est génial et il faut, si vous aimez le football, leur donner des sous. Une note sur 5 ballons de foot. Sur 5 ballons de foot, je crois que je crois que tu as tout coupé. Ah putain. Voilà, hop, on est revenu. Une note sur 5 ballons de foot, mon cher père. Oh, un bon 5 ballons de foot. Un bon 5 ballons de foot. Une grosse et belle édition. Et effectivement, vous pouvez le trouver avec des réductions sur des sites, des maths, les Instant Gaming, les machins, il y a des réductions. Et au pire, ça coûtera 40 balles, ça les vaut largement. Vous jouez un peu, Jérôme? Alors pas du tout, non. On avait parlé déjà au Téléthon, il y avait pas grand. J'en suis resté à la Super Nintendo. Je joue encore avec, mais. Mais il faut, de toute façon, c'est la Mario World. Voilà. Mais je trouve ça fascinant, mais ça peut aller très très loin, quoi. On pourrait abandonner même les aspects footballistiques et faire un espèce de huis clos où en fait tout se joue entre les groupes d'affinité, entre les mecs, faire des jeux de pouvoir, etc. et oublier le football. J'avais abordé le sujet chez Canard PC cet été dans un hors-série sur le foot. Il y a vraiment des choses
qui ne sont Placement pas produit. Placement produit pour la Mais c'est concurrence. vachement En bien plus, qu'elle a pardon, arrêté. c'est pas. Mais C'est des copains, c'est ouais. c'est la famille. Mais il y a énormément de potentiel dans le foot en termes de jeux vidéo qui est pas encore abordé. Ouais. Même d'un point de vue scénaristique, on pourrait vraiment. Il y a tout un background derrière qui serait. Ultra fort. manager, il y a- faut il y a- faire des banderoles. Il n'y a et pas que tout, ce qui se ça, passe ouais. dans le Bien vestiaire sûr. ou sur le terrain, il faudrait. Alors là, on commence à avoir des choses un petit peu dans les derniers FIFA. Il y a eu un mode scénarisé, donc où Alex Hunter. avec Alex Hunter, voilà, donc qui est un pseudo, donc un faux joueur, mais qui serait une pépite anglaise qui a environ 18 ans, qui est issu d'une famille de footballeurs et qui commence de la non-league et qui est recruté par un club de professionnels. Après, il y avait les déviances du football business, c'est-à-dire qu'il fallait partir un an en Major League Soccer ou des trucs comme ça pour lancer sa carrière, c'était n'importe quoi. complètement, il y a beaucoup de grosses ficelles, c'est du placement à tous les étages parce que forcément au bout de 2 semaines on rencontre Thierry Henry, mais c'est intéressant parce que ça aborde le football d'un autre point de vue, bien sûr, et ça mériterait d'être ça du point de vue de la fiction et de tout l'envers du décor, Ouais. comme on disait. Il y a le mode Genesio aussi dans Football Manager, c'est des consignes très simples. C'est attaquer, défendez, marquer. Et ça marche, Et ça marche. Ça marche. Il existait avec le Kinect celui-là. Avec le Kinect, il fallait secouer devant la webcam, genre attaquer. Il y a le Antonetti aussi. Et il y a le mode plus violent, c'est le Ciccolini. Ça, c'est, Là, c'est tu te barres en salle de presse, c'est Street Fighter le truc. Est-ce que n'empêche dans Beaucoup d'idées, on va appeler dans ce le jeu, interactif. Alors voilà, est-ce qu'il y a des facteurs vraiment ultra chaotiques dans Football Manager, même dans ces versions les plus poussées, comme je sais pas Patrice Evra qui fout une mandale, ou Cantona Non. par exemple qui fout un coup de pied. Ils essayent d'intégrer de plus en plus de choses, de choses qui peuvent paraître être des détails ou des cas isolés comme ça. Ok. Typiquement le coming out d'un joueur. Ils l'ont Oui, attaqué. c'est vrai, Ah ouais, ça avait un peu fait le scandale. voilà, d'ailleurs, parce à qu'il y a l'époque, tout parce plein que, de connards partout, donc du coup forcément Gros scandale. Chez nous en plus. enfin oui même voilà, mais forcément voilà, mais ils essayent d'intégrer ces dimensions-là. Le Brexit par exemple, ils l'ont intégré, donc c'est des Voilà, choses ça, c'est plus Tu de peux l'actu plus faire que- jouer David Cameron en pointe, du coup, effectivement, c'est hyper chiant. Ah ouais, tu te retrouves avec quand le Brexit le Brexit Le Mexique, le fameux pays. C'est la Croatie qui s'en va par contre.